Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc aujourd'hui, encore une fois, on va analyser les codes donc des groupes 4, 5, 6, 7 et 8. Je n'ai pas regardé tout dans le détail, j'ai pris des trucs qui m'intéressaient, des choses, j'ai l'impression qu'on en a assez pour 2 heures déjà. Euh, Globalement, c'est pas mal, hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien faites. Et il y a des choses assez bateaux que je vais redire, et on va aller vraiment dans le plus de détails du MVC, etc. Et voir un outil aussi en particulier, enfin 2 outils en particulier, qui vont nous aider lorsqu'on fait du code. Alors, on va peut-être repartir sur des trucs plus, enfin, la base, qui est juste déjà, alors attendez, que j'ouvre bien. Hop, GitHub, alors attendez, je ne vous voyais pas, GitHub, slash, et là on va prendre le groupe 6. Alors, on a demandé une structure du repository, donc ça n'a pas à voir avec le code directement, mais juste la gestion, la configuration. N'hésitez pas à respecter. Donc ici, il y a test modèle, il y a database, il y a le bin et JSON receipt. Tout ça devrait en fait être, à mon avis, dans source plutôt que dans le reste. Et donc, on a donné une structure très claire, il faut la respecter. Et donc, tout ce qui est source devrait être directement, même le build ici, devrait être dans les sources. Donc, essayez de respecter ça au maximum, parce que là, on commence à s'y perdre déjà. Ok, ce qui est un peu dommage. Ok. Donc, la plupart, c'est fait. Donc, j'ai vu le groupe 6 qu'il a fait, mais c'est pas forcément. Enfin, c'est un peu moins bien que le reste. On s'y retrouve pas forcément facilement. Après, il y a peut-être des raisons, peut-être que vous en avez parlé avec votre assistant, j'en sais rien, qui font que c'est bien d'avoir fait ça, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. De plus, ici on vous a donné des trucs, n'hésitez pas aussi à remplir tout ça ou de le virer, hein, donc mais à une licence, posez-vous la question, quelle licencière, quelques screenshots, évidemment c'est pour la fin, mais la configuration, dites-moi aussi comment je fais, donc particulièrement pour le groupe 6, où j'ai du mal à gérer, donc je vois qu'ici c'est mis, et je ne l'ai pas fait du tout. Ouais, quelqu'un veut parler? Non? Il y a drôle de sang. Euh, donc voilà, essayez de mettre quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est toujours mieux de partir sur un PC ou une machine virtuelle où il n'y a que IntelliJ qui est installé et vous importez votre projet, vous regardez s'il fonctionne directement. Si vous utilisez Maven ou Gradle, forcément ça marche beaucoup mieux. Ici, je ne crois pas qu'il y a non, il y a ni Maven ni Gradle, et donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à utiliser. Et avec Maven et Gradle, ça prend un bouton. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs vous savez ça, mais ici vous avez un petit onglet donc pour ceux qui sont sur Maven, donc là c'est du Gradle, c'est à peu près pareil. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là, il télécharge toutes les dépendances et vous n'avez rien besoin de faire. Donc par défaut, quand je charge par exemple le groupe 4 ici, qui est sur Gradle, je crois qu'il va le charger automatiquement sur Gradle. Euh, désolé, j'ai eu une notification, ça m'a perturbé. Donc sur Gradle, ici, il va charger dynamiquement toutes les librairies, etc. Il va le faire. Par contre, sur Maven, il faut bien aller dans ce truc-là et puis vous chargez. Et puis ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est cool. Euh, voilà, donc essayez de faire quelque chose de bien déjà dans le Git. Ok. Donc bien gérer ça et le README, c'est hyper important pour des gens comme moi qui ne suis pas du tout dans le projet. Donc je vous suis seulement une fois de temps en temps et je vais partir de là pour essayer de bien comprendre ce que vous avez fait, en fait, où est-ce que vous êtes arrivé, quelles sont les histoires que vous avez faites, etc. Donc, c'est le premier pied dans votre projet. Alors, une interface commune serait mieux. Alors, faites gaffe aux Français. Je ne sais pas si vous parlez français ou pas, mais c'est possible qu'il y ait une description d'invité ou de description. On peut en faire une course sans préciser le nom d'invité. Enfin, le ou, il n'y a pas d'accent. Ok. Bon, bref, essayez de faire quelque chose de correct, juste déjà là-dessus, ce serait déjà bien. Ok, sur la gestion du guide. Ensuite, si on regarde un petit peu, alors je vais prendre le groupe 7. Si on regarde un peu sur la gestion du Git. Alors, j'ai pas été voir, j'étais voir hier soir et j'ai pas été revoir maintenant, donc peut-être que ça a changé depuis hier soir. Attendez, j'ouvre les bons documents qu'il faut. Yep, ici, projet 7. Visual Studio.
Donc, si on prend le groupe 7 et qu'on regarde un petit peu, alors on va voir si ça a été fait. Non, il y a toujours ça. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde un peu votre Git, en dehors des auteurs, donc ici, on voit qu'il y a des choses qui sont faites automatiquement par GitHub, hein, donc ça c'est plutôt cool, c'est des choses qui ont été faites automatiquement, donc c'est toute la Javadoc apparemment. Ouais, donc ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais ici, ce qui m'étonne plus, c'est qu'il y a plein de travail de fait qui n'a pas été mergé. Et donc ici, il y a toute une branche qui a été faite en plusieurs fois, même par des gens différents, ouais, et qui n'a pas été mergée. Ici aussi, c'est le cas. Ici aussi, donc il y a plein de choses qui sont faites ici. Alors ça montre qu'il y a peut-être un problème je sais pas, dans le groupe, où il faudrait discuter, évidemment. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est quand même bizarre d'avoir fait autant de choses différentes, autant de commits en tout cas, et qu'il n'y a pas, que ça n'a pas été mergé. Posez-vous la question, est-ce que c'est un problème dans le groupe, la manière de gérer? Est-ce que simplement c'est un oubli? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps? Et si vous n'avez pas eu le temps, bah, pensez à votre méthodologie, pourquoi on n'a pas eu le temps, etc. etc. Ok. Donc si le groupe 7 est là, vous pouvez réagir, hein. Ça m'intéresse de savoir. Je peux intervenir? Oui. On a mergé, mais c'est avec des pull requests. Je ne comprends pas pourquoi C'est possible qu'on n'a pas effacé la branche, mais Ok. normalement, ça a été merge avec des pull requests. Donc en passant par des pull requests, ok. Et celle-là, ça n'a pas été faite avec un pull request ici? Alors attends. Donc celle-ci, et c'est où celle-ci n'a pas été faite avec un pull request, ou vous travaillez à moitié avec des pull requests et à moitié à la main, ou comment ça fonctionne? Normalement, tout le monde travaille sur quelque chose de son côté sur une branche, et après, on merge sur la branche master avec un pull request. C'est ça. Normalement, il devrait avoir juste une branche qui est work in progress, mais sinon, tout le reste a été merge. Sur GitHub, ça se voit mieux que... Ok, très bien. Et donc, ok, alors peut-être qu'il y a un problème simplement là. Sur les autres groupes, en fait, je suis tombé, hein, donc j'ai regardé partout et c'est sur le vôtre, en fait, simplement que j'ai pas vu ça. Si c'est un problème au niveau de Git ou de mon outil ici, donc on peut le retrouver ici. Attendez, comment on fait pour voir ici? Parce que j'ai l'habitude de GitLab pour voir les graphes et je n'ai pas trouvé ici. Dites-moi si on peut voir les graphes quelque part. Dans branche, je pense. Où ça? Ici, branche? Oui. Ouais. Ça, c'est le groupe 6, par contre. Ah ouais, bah, c'est pas grave, ouais, on va mettre 7 ici. Donc on voit les branches et... Ok. Merge, open. Ok. Et donc on voit ici qu'elle a bien été mergée, effectivement. Et on voit pas le graphe quelque part. Il n'y a pas de Le graphe. graphe, je pense, c'est dans Insights, Network. C'est un tab au-dessus. Merci, ouais. C'est ça que je cherchais. Network. Ok. Et donc ici, ah ben, on voit quand même que c'est marrant, hein. Vous voyez, même là, elle n'a pas été mergée. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, ça c'est un problème de Git. Posez-vous les questions simplement. Et, si c'est juste un problème de GitHub parce que c'est via des pull requests et qu'il n'a pas mis, c'est pas très grave. Ok. On va passer 3 heures là-dessus. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des branches qui ne sont pas mergées quand on arrive à l'examen. Et ça peut montrer des problèmes de groupe. Ok. Alors, Ok. juste un petit outil avant de commencer vraiment à parler du code. Moi, le code devient un peu gros. Donc, par exemple, le groupe 4 ici, si on regarde un petit peu les classes, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de classes. Tchouk. Donc, il commence à avoir plein de classes. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est plutôt même bien trié. On s'y retrouve assez facilement. Donc, le groupe 4, c'est très bien, mais ça commence à être un peu gros et voir les choses. Alors, moi, j'aime bien utiliser un outil. Attendez, que je dois retrouver. Hop, en passant par ici. Attendez, 2 secondes. Tuc. Ok, super. Alors, hop. Il s'appelle SourceTrail. Hop. Je que vous voyez le genre de truc qu'on peut faire. Hop. Donc j'ai pris le groupe 4. J'espère qu'il va bien me charger. Ok. Il était chargé tout à l'heure. Super, ça a l'air de marcher de ouf. Ah voilà. Donc SourceTrail est un outil que j'utilise depuis des années et qui apparemment s'est arrêté en 2021 d'être soutenu. Donc vous pouvez toujours le télécharger, etc. L'idée ici, c'est quoi? C'est qu'il va
donc je vais juste faire un cancel, c'est qu'il va parser en fait toutes vos classes, tout votre code et montrer, donc permettre de voyager un petit peu dans vos classes. Donc quand je dis voyager, vous voyez ici qu'il y a les fichiers, les packages. Donc si je clique sur les packages, on a les packages qu'on a vu tout à l'heure ici, donc qui sont rangés par de manière alphabétique. Je peux revenir. Donc ici c'est écrit très grand évidemment parce que attendez, je vais dézoomer un tout petit peu parce que c'est vraiment pas, voilà, c'est quand même mieux. Je vais rezoomer ici. Voilà. Et donc ici, par exemple, donc si je reviens sur la première page, on voit qu'il y a 99 classes, donc il y a du taf. Il y a toutes les classes qui sont ici, et on peut cliquer sur une classe. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'à droite, on voit la classe, le code en fait. Je peux cliquer aussi sur un élément, j'arrive directement sur cet élément. Ici, vous avez les attributs, vous avez ici les méthodes, enfin ce qui est privé et public plutôt, donc il peut y avoir aussi des attributs publics, mais c'est peut-être pas une bonne idée. On voit que là, il y a un constructeur, là, les méthodes, etc. Et alors, on voit aussi des héritages. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a menu listener. Donc, si je clique dessus, j'y arrive directement. Dedans, il y a bien 5 méthodes qui sont ici. Et vous avez ici de l'héritage. Donc, main controller va hériter de listener. Et donc, on voit que menu controller, en fait, va sûrement être utilisé par ce truc-là. Donc, si on vient ici, si je clique, je vais dézoomer un peu. Je peux voir plusieurs choses. Donc, je peux voir non seulement qu'il hérite de menu listener, mais il hérite aussi de contrôleur listener qui est dans contrôleur, la classe contrôleur. Et alors, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'on voit ici ce qui est utilisé. Donc, launcher, c'est le seul qui utilise. Vous voyez ici ce truc-là. Donc, l'utilisation, c'est vraiment... Donc, ici, main controller, on voit main controller.launch app. On vient ici et on voit tout ce qui est utilisé. Donc, ici, il vous dit qu'il y a des index, il y a 6 symboles qui ne sont pas indexés, ça veut dire que ça vient de la librairie standard. Donc il vous dit, voilà, SQL exception, stage, etc. Ça vient de la librairie standard ou de JavaFX ici. Ou alors, il y a tous les symboles référencés. Donc on voit que dans main controller ici, on va utiliser access exception. Donc voilà, il y a plein de choses que vous allez utiliser. Et donc on voit en fait le couplage. Okay, donc le couplage de cette classe avec les autres. Alors on voit qu'effectivement, c'est assez énorme ici. Il y a beaucoup de couplage. Alors c'est plutôt normal, hein, vu que c'est le main controller, c'est lui qui va faire le lien entre tout. Alors, par contre, c'est quand même assez gros ici, on voit. Alors, est-ce qu'on peut découper ça en plusieurs? Peut-être, mais en même temps, il n'y a pas énormément de code, hein, il y a 120 lignes, ça va. Je crois que je vais trouver des choses un peu plus grosses. Donc, par exemple, ici, il y a menu manager. Alors, menu manager, si je viens là-dessus, il y a menu contrôleur. Non, je vais aller voir un peu ici. Menu manager. C'est que des contrôleurs. Alors, je ne sais plus si c'est... Bon, on va essayer celui-là. Voilà. Si je viens un peu ici, sur cette classe-là, on voit en fait, juste visuellement, qu'elle est très grosse. Donc ici, il y a énormément, on voit aussi dans le code ici à côté, énormément d'attributs, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal du tout. Donc clairement, le menu doit faire énormément de choses. C'est le menu, mais là, il fait trop de choses. Vraiment, je pense. Il fait énormément de choses. Vous voyez que le code est assez gros. Il y a beaucoup de choses dans un menu. Bon, là, il fait un nouveau menu, une CLI, etc. Alors, je ne dis pas forcément que c'est mauvais, mais c'est un signe qu'il peut avoir des problèmes dans cette classe, qu'il y a trop de choses. Et donc, peut-être qu'il faut dispatcher ça dans des sous-classes ou dans des classes, enfin, pas forcément des sous-classes, mais dans d'autres classes. Donc, si c'est un grand menu où il y a plein de choses dedans, on peut faire des sous-menus à l'intérieur, donc des classes qui vont gérer ça, etc. OK? Donc, il ne faut pas hésiter. Yep. Attendez, je regarde s'il y a des questions en même temps. OK. Il ne faut pas hésiter à regarder. À mon avis, il y a quand même trop de choses ici. Vous voyez que le code est vraiment énorme. Il y a beaucoup trop de choses, à mon avis, ici. Il faudrait voir. Et en plus, si on regarde un peu le couplage, on voit que c'est lié à énormément de choses ici. Et il est juste lié, par contre, il n'y a que le main controller qui l'appelle. Donc ça va. De ce côté-là, ça va. Mais menu manager connaît énormément de choses. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de passer. Donc, on voit que ça utilise quand même. Donc, si j'agrandis un petit peu, on voit que à l'intérieur de ça, on va utiliser
des DAO, des DFX, donc là c'est du visuel, là c'est du modèle, il y a du contrôleur pour les sous-vues, je suppose, il y a des exceptions. On voit qu'on est lié à énormément de choses en fait, donc ça rend le code plus fragile, plus difficile à maintenir. Ok. Et donc, ici, ben, il faut se poser des questions. Et sur ce genre de truc, c'est pas mal. Donc, ce genre d'outil, ça vous permet vraiment de voir plus facilement les choses. Comme par exemple, pour moi, essayer de comprendre un peu votre hiérarchie de DAO. Donc, DAO, il y a plein de manières de l'implémenter. Vous l'avez fait de cette manière-là. On voit qu'il y a DAO et DAO DB. Donc, qui est juste pour la DB. Et ici, qui est de manière plus générale. On voit que tous les utilisateurs ici de DAO sont ici. Et donc, on a bien un menu manager ici, map contrôleur. On a des filtres qui sont plus du modèle, etc. Donc, on voit que c'est dans le data access, etc., etc. De l'autre côté, on voit quels symboles qui sont utilisés ici. Alors, c'est pas directement là-dedans aussi. Alors, attendez. Hein. Donc, ici, c'est pas directement là-dedans. C'est juste que ça va être référencé via les classes qui sont en dessous. Ouais, c'est ça. OK. Et vous avez ici l'héritage. Donc celui qui va hériter de ce truc-là, bien DAO. Et on peut voir encore une fois qu'est-ce qui va être référencé, etc. Et donc c'est vraiment intéressant pour s'y retrouver un petit peu dans votre code. Et on voit par exemple la belle hiérarchie que vous avez faite. Donc le groupe 4, et hop, si j'arrive à l'ouvrir. Ici, pour tous les DAO, DB, on a les ingrédients, de type, menu daily, etc. Et donc vous avez plein de choses, plein d'héritages. Et on voit que ça, hop, ça hérite bien, il nous montre bien ici qu'il y a l'extend, etc. Donc voilà, donc ça peut être vraiment intéressant. Vous pouvez prendre une méthode aussi, par exemple ici, et cette méthode, on voit tout ce qu'elle utilise. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Is present. Voilà, on voit où est-ce que c'est utilisé. Donc c'est utilisé par delete, et en même temps, ça utilise d'autres choses. Ça utilise vector, print stack trace, etc. Et pouf, c'est utilisé aussi là-dedans, dans l'insert, c'est utilisé dans toutes les classes qui sont ici. Donc vous voyez que c'est assez puissant en fait pour se retrouver dans un code si on est un peu perdu, ou comme moi, si on découvre le code. Voilà. Et on verra encore, lors de la troisième analyse, d'autres outils qui nous permettent vraiment d'avoir des vues complètes sur le code. Ici, c'est un peu de l'UML, mais ce n'est pas vraiment de l'UML, mais vous voyez qu'on peut s'en sortir. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté le développement de cet outil, que je trouve vraiment, personnellement, assez génial. Mais voilà, vous pouvez toujours l'utiliser. Et il fonctionne avec Java, C#, C++, etc. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse avant de parler du code, mais ça peut être intéressant. Il y a quand même un truc là-dedans, si je ne dis pas de bêtises, dans votre code. Si je regarde un peu Recip, dans le modèle, je vois que, donc évidemment, c'est un modèle, ce truc-là, donc c'est la recette avec les ingrédients, les instructions, etc. Et on voit qu'elle est utilisée quand même dans pas mal de choses, ici, ce qui est assez normal, mais il faut voir si on n'est pas trop couplé, simplement. Et donc ici, vous voyez tous les couplages automatiquement. Allez voir si on ne pourrait pas être moins couplé à ce truc-là. Alors, encore une fois, ce sont des décisions de design à prendre. Je ne dis pas qu'il y a une bonne manière de faire là-dedans. Donc, vous pouvez vous poser des questions en disant, tiens, si je suis couplé, je sais pas moi, à la fois au contrôleur, mais à la fois à un DAO et à la fois au truc démo ici, ou contrôleur, un view contrôleur et un contrôleur, est-ce que je peux pas mettre des interfaces? Est-ce que je peux pas passer par d'autres choses, des DTO ou des trucs comme ça? Ok? Vous pouvez se poser les questions, et si vous jugez que non, sachez pourquoi vous le faites. Ok? Et il faudra venir à l'examen me dire exactement pourquoi vous n'avez pas choisi de découpler ça. Alors, on voit aussi, par exemple, dans votre code, tant que j'y suis, que Object Mode, qui est ici, donc va hériter, il y a plein de classes qui vont hériter de là, donc il y en a 11 même, donc qui en fait sont tous les modèles. Donc si je prends Recip, effectivement, il va hériter de Object Mode. Alors personnellement, c'est un truc vraiment de base, encore pour l'instant, mais Object Mode, pour moi, ça ne veut rien dire. Un mode, c'est en maths, c'est quand vous avez, c'est le pourcent, hein. On dit 5 modulo, donc pour moi c'est modulo. Et en fait ici, alors, vous allez croire que vraiment je pinaille, mais vous avez mis que c'est, alors c'est pas object model non plus, apparemment, vous l'avez mis en truc modifiable object, donc ce sont alors c'est peut-être du modèle, mais moi j'ai compris que c'est modifiable.
Et donc, clairement, ici, c'est pas cool. Ok, c'est pas cool parce que c'est pas clair. Et donc, j'ai dû essayer de comprendre en disant object mode. Alors, soit vous mettez object model, ou alors modifiable object. Mais clairement, ici, c'est pas des. Il n'y a rien de modifiable. Alors, c'est plus le modèle. Et alors, changer le commentaire qui est ici. Vous voyez? Alors, juste les bons noms. Alors, j'en ai trouvé un peu partout. Hein, mais il faut prendre le temps de bien écrire les bons noms. Donc, alors, ça, c'est le groupe 4. Mais évidemment, il y en a d'autres aussi. Donc, si je regarde un petit peu. Dans le groupe 5, yep. Alors, si je vais dans, hop, alors, attendez, hop, je vais fermer ça, voilà. Alors, dans configuration, c'est ça, il faut que je me retrouve, ouais, configuration. Bon, configuration, ça va. Ici, screen size configuration. Donc, pour moi, ça, je ne sais pas si ça fait un get, un set, et en fait, ici, ça va stocker simplement. Alors, moi, je mettrai un verbe. Donc, normalement, les méthodes, c'est souvent des verbes get, set, make, je ne sais rien, moi, update. Mais ici, alors c'est un truc bête, hein, mais je mettrai update screen configuration. Évidemment, ne le changez pas comme je viens de le faire, mais venez ici, bien, en refactor, ou alors maj F6, et vous le changez directement. Mais il faut mettre des noms. Donc, screen size configuration. Alors déjà, on est dans la configuration. On va parler d'une configuration et on va lui dire screen size configuration. Moi, je mettrai vraiment le bon nom ici. Donc, maj F6, ça va être ça. C'est update. Et là, on comprend clairement ce que ça fait. OK. Et alors, j'essaie de comprendre un peu votre code. On peut que le diminuer, en fait. Bizarre, votre truc. Pourquoi? Si le groupe 5 est là, n'hésitez pas à venir. Pourquoi on peut... Vous avez ce if ici qui dit si jamais c'est plus petit. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il y a un truc bizarre que je ne comprends pas. C'est bizarre qu'on peut que réduire à chaque fois la taille. Soit la... Ah bon, bref. Il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans. À l'examen, il faudra me donner des réponses, hein, les gars. Je vous le dis. OK, donc on a le set screen size. Bah voilà, et update screen size. Alors là, currently, set the screen generation to the small screen. Ouais, OK. Et pourquoi il y a cette configuration? Je ne sais pas. Et donc là, moi, il me faudrait plus d'informations. Alors, un bon nom, update mobile screen size ou mobile parce que c'est petit ou small, mais je ne comprends pas le code. Okay, c'est important les bons noms, hein. Vraiment pour comprendre le code, c'est pas juste pour vous embêter. Hein. Il faut vraiment mettre des bons noms. Il y avait un autre exemple, rapidement, on va pas tous les faire, mais groupe 7, modèle agenda, et dedans, normalement, date range, ici, hop. Et normalement ici, si je dis pas de bêtises, vous avez voilà, ici. Alors, ce nom-là, alors change and correct, ça ne veut rien dire, ok? C'est ni du français, ni de l'anglais, ni je ne sais pas quoi. Et je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Et en fait, j'ai bien compris, c'est est-ce que je peux changer la date de fin? Et donc là, on a une date range qui a, pour ceux qui n'ont pas lu le code, évidemment, ce serait mieux que j'introduise. Ici, donc il y a le date range et il y a le début et la fin. Et donc, il y a une vérification qui se fait. Moi, personnellement, ce truc-là, ça ne veut vraiment rien dire. Alors, si vous êtes meilleur que moi en anglais, ce qui est possible, hein, mais je lis très bien l'anglais, je parle très mal, mais je lis très bien et j'écris quand même assez bien, je trouve, l'anglais. Enfin, plus ou moins. Mais je lis très bien, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Je mettrais plutôt un check and juste ça en fait. Ou correct hand, date. Ou alors même is correct hand date. OK? Donc cherchez les bons noms, ça me paraît bien. Alors check, souvent, c'est un void et ça renvoie une exception. On va parler des exceptions aujourd'hui. Ça renvoie souvent un booléen. OK? Donc ici, c'est mieux is correct and date. Alors, aussi, vous vérifiez, donc vous avez un set ici qui est set end, et vous vérifiez de deux manières différentes. Et donc, ici vous avez une méthode qui vérifie, et puis là en fait vous
vérifié de manière différente dans le setEnd. Alors, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait réutiliser l'autre, en fait. Hein. Ici, ça devrait être this.isCorrect end. Et alors, si ce n'est pas bon, alors je renvoie une exception. OK. Alors, encore mieux, mais on pourra le faire après, quand on va parler des exceptions, et la bonne gestion des exceptions que vous ne faites absolument pas, pratiquement aucun d'entre vous, aucun groupe. Ici, je fais même moi, personnellement, un check correct end date. Et si date is before beginning ou que c'est égal, la date n'est pas égale à la fin, alors je renverrai une exception. Et en fait, ça, voilà, on vérifie une seule fois et puis on avance. Si on fait ça, donc je ne sais pas si c'est clair, et donc quand tout se passe bien, on ne fait rien. Quand ça se passe mal, il y a une exception qui est levée. Et ici, maintenant, tout ce que je dois faire, ici, c'est dire, vous enlevez ça, et vous faites check end. Et là, en fait, il va simplement lever l'exception. Ici. Ça va? C'est clair? Et donc, c'est quand même plus, à mon avis, plus lisible, ce truc-là, et un peu mieux, utilise un peu mieux, en fait, le Java, en fait, hein, les possibilités de Java, d'exceptions, etc., pour y arriver. Il faut réutiliser le code. Donc, ici, clairement, avoir deux méthodes, une qui est là et une qui est ici, c'est pas possible. Donc, toujours un seul code pour une seule idée. Donc, vérifier si les dates sont bonnes à un seul endroit. Et on réutilise tout le temps cette méthode-là. OK? Après, il y a d'autres choses qui sont bien à côté. Hein. Je vous explique juste des trucs que moi j'ai trouvés. Voilà. Donc ça, c'est les bons noms. Prenez du temps pour avoir des bons noms. Genre tempo, ici, ça ne va pas non plus. Hein. Temporaire, je suppose, mais mettez des choses. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des dates, c'est des jours. Donc get days, donc je suppose que ça, c'est les days, quoi. Vous voyez que c'est con, hein, mais faites ça vraiment, enfin voilà, essayez d'avoir vraiment des trucs qui correspondent. Et j'ai ça dans tous les groupes, hein, c'est pas juste le groupe 7, hein. Il y a ça vraiment dans tous les groupes. Donc, prenez du temps. Ensuite, ouais, les tests. Donc, si on regarde un peu les tests, alors groupe 7 ici, il y a des tests. Donc, clairement, ce qu'il faut tester, c'est tout ce qui est dans le modèle, normalement. Si vous avez réussi à avoir une bonne base de données, bien séparée des modèles, etc., vous pouvez tester la base de données et les modèles séparément, avec des mocks, etc. Normalement, tout ce qui est contrôleur, il y aurait moyen évidemment de le faire aussi, contrôleur et vue, il ne faut pas tester. Okay. Donc ici, normalement, vous devriez tester. Alors, un bon outil, c'est de venir ici. Évidemment, vous pouvez faire tourner les tests, voir un peu ce qui se passe. Oui, forcément, j'ai changé tout votre code, j'ai tout cassé. En arrière. Oui. Ça devrait mieux fonctionner. Donc, première chose, tous les tests doivent fonctionner. Hein. Directement, dès que je sors, même si je n'ai pas les bons fichiers, etc., tout doit fonctionner. Donc, pour ceux que j'ai testés, ça fonctionne, mais sauf que ici, par exemple, il y a des problèmes avec la base de données, apparemment. Test database. Et donc, ici, il faut déjà vérifier pourquoi ça ne marche pas. OK. Ce qui est intéressant, c'est que il y a bien eu un problème, il n'y a pas réussi à la supprimer. Par contre, vous avez l'exception qui est affichée et le test a très bien fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, hein, mais il y a ça. Est-ce qu'il y a ça dans tous les... Ouais, il y a ça dans tous les tests. Donc, ce n'est pas vraiment normal. Ça, okay. Donc, le test devrait planter aussi pour vous montrer qu'il y a un problème. Pour réagir, hein, le groupe 7, si vous voulez. Et ce n'est pas normal qu'il y ait une exception qui est affichée. En tout cas, soit vous dites que vous en fichez de l'exception, alors vous pouvez mettre ignored ici et vous faites rien. OK. C'est pas forcément une bonne idée. Encore une fois, on en parlera juste après. Soit vous la gérez. Et donc, par exemple, ici, une manière de gérer, c'est de laisser tomber le catch. Je peux intervenir? Oui.
Normalement, pour la base de données, il y a une copie qui se fait d'une base de données pour faire les tests sur une copie de la base de données. Ouais. Mais là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi à copier. Sur les autres systèmes, on n'a pas de problème. Soit c'est peut-être un problème de permission. Je ne sais pas en gros. Peut-être. Mais le truc ici, c'est qu'il faut absolument... Donc ça, je comprends bien. Je veux dire, vous n'allez pas avoir 0 à la fin en disant « Ah, j'ai pas su faire fonctionner ». Donc je vois bien qu'il y a un DB. C'est déjà des chemins relatifs, donc ça, c'est très bien. Ce pas des chemins absolus. C'est bien. Ceux qui ont mis des chemins absolus, genre C, 2 points, user, il ne faut surtout pas faire ça, c'est une catastrophe. Ici, donc c'est bien. Alors pourquoi donc, test, il y a bien un test DB qui est là. Bon, il faudrait voir. Alors, les configurations ne sont peut-être pas les bonnes. Donc, il faudrait peut-être voir ici si... pour ça, il faut que je regarde. Mais en clair, il y a le Working Directory, module Working Directory. Et donc, il faut que j'aille dans le module. Open Module Settings, module Path, Output, Target, ouais. Est-ce qu'il y a donc Project? Pourquoi il m'a mis le Output ici? Attendez, hein. Bon, c'est pas grave. Je peux toujours changer ici. Je peux changer. Vous êtes le groupe 7. Si je fais ça... Non, vous avez mis à partir de 6. Je vais mettre à partir de là. OK. Et on va voir si ça fonctionne mieux. Non, toujours pas. Ce que je veux vous dire, enfin bon, c'est pas très grave, hein, il faut falloir gérer ça d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut faire, c'est, si jamais vous avez des exceptions, soit vous faites planter le test pour voir si ça fonctionne, mais si ça ne fonctionne pas, il va falloir gérer l'exception et pas juste mettre ça. OK? Je fais un parallèle, enfin je vais en parler vraiment pendant une demi-heure des exceptions après, en codant devant vous, etc. Mais, parce que c'est pas simple de gérer correctement les exceptions, mais juste ici, pensez à ça. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, je ne sais pas si vous le faites, mais vous avez le Run All Tests with Coverage. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est non seulement faire passer tous les tests, mais en plus, il va regarder le taux de couverture de vos tests. Donc ici, il vous sort un truc en disant, ben voilà, tous les packages que j'ai découverts, la seule chose que vous avez testé, c'est ULB, ce qui est tout à fait normal, vu que c'est votre code. Ici, il dit, bah, il y a 23% des classes qui ont été testées, alors ce n'est pas très grave. Il faut simplement que dans les modèles, 100% soient testés. Et là, on a 51%. Alors là, déjà, on a un problème, clairement. Ici, dans Store, par exemple, il n'y a rien qui est testé. Alors, je ne sais pas si c'est normal, c'est pas normal, on peut en discuter, hein, mais Store, c'est quoi? Je vais voir un petit peu ça. Mais normalement, c'est du modèle. Le modèle doit être testé. Map API, Map Data, c'est du modèle. Donc, ça doit être testé. Alors, vous voyez ici à gauche, quand vous avez le coverage qui est ouvert ici, en rouge, c'est que ça veut dire que ce n'est pas passé par là. Donc, les tests ne sont jamais passés par là. Si on prend une autre classe, comment je peux revenir en arrière? C'est ici, ouais. Donc, par exemple, ici, je suis dans recettes. Voilà, il y a 50% des choses qui sont testées. Donc, si je viens là, on voit que ça, c'est testé, mais il y a plein de choses qui ne sont pas testées dans recettes. Et donc, ça ne va pas. Okay. Alors, c'est pareil pour à peu près tous les groupes. Hein. Pour refaire tourner aussi les tests ici. With coverage. Hop. Regardez. Alors, groupe 6, je vous le dis directement, je n'ai pas réussi à faire tourner, mais je n'ai pas vu votre README non plus. Vu que tous les autres sont en Gradle, je n'ai pas été voir le README. Et j'ai plein de problèmes de compilation, donc je n'ai pas pu vous faire tourner les tests. Et donc, ici, bah, ça fonctionne aussi. Et le coverage. Alors ici, c'est assez normal, hein, les contrôleurs, mais on voit que les modèles sont testés à 50%. Donc Shop, par exemple, n'est pas testé. Alors, c'est peut-être pas grave. Hein. Je vais aller voir. Donc, si ce sont juste des choses très simples, les getters et les setters, pas besoin de tester. Okay. Dès qu'il y a du calcul, donc on teste là où il pourra avoir... c'est ce que... Ouais. Donc, pour la question qui est posée là, le coverage, je vais aussi regarder les getters et les setters. Donc, quand est-ce qu'on fait un test? Dès qu'il peut avoir un problème. Et quand est-ce qu'il peut avoir un problème? Dès qu'il y a des calculs qui sont faits. Du genre ici, il y a un calcul. Il y a un if. Donc, il doit y avoir un test. Vérifier que si je passe un truc où c'est nul, bah alors, ça fait ça et ça retourne nul dans l'autre cas. OK? Et donc, ici, il faut vérifier ça. Alors, remarquez que ces deux méthodes-là ne sont pas utilisées, au passage. Si vous arrivez sur du code comme ça, normalement, il faut le supprimer, ce truc-là. C'est du code qui est inutile. Okay. Parce que là, par exemple, il passe dans les tests, etc. Donc, si en grisé, normalement, c'est qu'on ne l'utilise pas. Ou alors, il y a un problème dans IntelliJ, ce qui est possible aussi. Hein. Mais donc, si on ne l'utilise pas, bah, il ne faut pas le tester, et donc, je n'aurai pas les problèmes. Et moi, je suis en train de passer du temps sur du code
que vous n'utilisez pas, ce qui est quand même assez gênant. Donc, il faut le supprimer. Alors, touche design object, ici, clairement, ça, c'est à tester. Il n'y a pas d'autre... Il faut vraiment tester ça. Le add product ici, et le... Il y avait un get. Ouais, ce truc-là. Donc, normalement, il devrait avoir un get. Normalement, ça devrait fonctionner. On devrait le mettre aussi dans les tests. OK. User. Est-ce que c'est intéressant? Bon, les DB. Vous voyez qu'ici, il y a une DB, c'est des choses intéressantes à tester. Donc, il y a les getters et les setters qui ne sont pas forcément utiles. Mais ici, bon, c'est que de la délégation. C'est pas très, très grave. Vous faites que de la délégation pratiquement. Et ça, clairement, il faut le tester. OK, c'est des choses importantes et c'est vraiment le cœur de votre métier qui est, on ajoute des ingrédients dans la shopping list. Oui, donc ça va être testé. OK. Alors, ça montre aussi que vous ne faites pas... que vous ne faites pas de test first. Okay, donc, essayez de faire du test first vraiment. Avant d'écrire ces méthodes-là, essayez d'arriver. Alors, remarquez que, encore une fois, il est grisé. Alors, peut-être que vous ne l'utilisez pas. Mais comment ça se fait que vous n'utilisez pas des méthodes? Écrivez une méthode uniquement si vous en avez besoin. Alors, peut-être que vous en aviez besoin, que vous n'en avez plus besoin maintenant. Alors, supprimez les méthodes. Allez chercher, toutes les méthodes sont grisées. Et vous les supprimez. OK? Parce que ça fait perdre du temps, c'est du code à gérer, c'est du code à lire pour moi. Et donc, j'arrive sur des trucs comme ça, et je perds mon temps, en fait, sur des codes qui ne sont pas utilisés. Mais par exemple, ici, il faudra tester certainement ça aussi. Pour le groupe 5, c'est seulement pour gérer le cas où quelqu'un lance l'appli sur une petite taille, mais sinon, pour le reste, des PC, ce sera toujours la même taille. Donc, je suppose que c'était pour la question de tout à l'heure, avec le state layer. OK, bon, on en discutera. C'est un point de détail. Mais donc voilà, les tests, il faut une couverture beaucoup plus grande des tests. Si je prends le groupe 8, hop, je vais faire passer la couverture aussi. Hop, run. Je vais y arriver. With coverage. Est-ce que ça marche? Alors, si tout est testé, c'est bien. Hein. Après, il faut regarder le contenu des tests aussi. Hein. Parfois, ce qu'on va voir juste avec le groupe 5, par exemple. Alors, je vais retirer ma veine. Donc, si je viens un peu ici. Donc, les modèles 100% testés, ça veut dire que chaque classe est au moins une ligne de chaque classe qui est testée. C'est ça que ça veut dire, hein, 100% ici. 51%, c'est le nombre de méthodes, donc une méthode sur deux. Ici, 100% des services, donc c'est cool. Et la persistance, 83%. Donc, il faut aller voir pourquoi ce n'est pas testé complètement. Je vois que tout a l'air bien testé. Il y a juste la connexion. Ouais. Ça, vous pourriez quand même tester, voir si ça fonctionne ou pas, hein, la connexion. Même si, évidemment, toutes les autres classes vont utiliser cette connexion. Mais c'est bien de même tester ça. Okay. Mais sinon, pour le reste, ça a l'air bien fait. C'est cool. Donc, tout est testé. Après, il faut voir la qualité des tests. Alors, petit truc rapide. Pour la duplication de code, on va revenir après sur les tests. Ici, on a ce truc-là qui est remis ici, qui est remis ici, qui est remis ici, etc. etc. Donc, en clair, vous avez plein de manières de créer des ingrédients, par exemple, ici. Et donc, apparemment, tout est utilisé en plus. Ça paraît énorme. Alors, si vous avez beaucoup de choses, donc ici, c'est peut-être pas utile, mais vous avez le design pattern de Builder. On verra les design patterns bientôt aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Mais le composite, etc. Mais ici, le Builder. Yep. Pop. Monteur. Et donc ici, qui vous permet en fait de créer automatiquement des ingrédients à partir d'une certaine configuration. Okay, donc regardez un peu comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire une classe qui va permettre de créer avec certains attributs des ingrédients. Alors c'est peut-être trop ici, hein, c'est juste que ici il y a quand même plusieurs ingrédients. On peut changer. Ici, quand vous faites ça, vous pouvez quand même faire de la délégation de constructeurs, ce qui rend votre code un peu plus joli. Alors le plus facile, c'est de partir sur le plus petit. Donc par exemple ici, quand je passe juste un nom et une quantité, qu'est-ce que je peux faire? Simplement dire que l'ID ici, donc l'ID par défaut, c'est nul apparemment, c'est 0, je ne sais pas.
Donc ici, on peut dire, quand il y a juste une quantité, je vais refaire TIS et je vais appeler un autre constructeur, par exemple celui-là, en disant c'est 0, new name, c'est new name, quantité, c'est new quantity, c'est ce qu'on a passé en paramètre, et unit, là je ne sais pas ce que vous avez mis par défaut, il n'y a rien par défaut, c'est quand même bizarre, et donc unit ça doit être unit. Voilà, je suppose, et voilà. En faisant ça, en fait, vous réutilisez simplement le constructeur qui est ici. Donc, il va venir là, il va aller là. Et c'est pareil pour celui-là. Donc, ici, on va utiliser le constructeur qui est un peu plus gros. Donc, celui-là, en disant, c'est l'ID. Le nom, c'est new name. Donc, ça va. Hop. New quantity. New unit. Enfin, c'est bizarre les new, personnellement. Et l'image, il n'y en a pas. Donc, c'est nul, par exemple, ici. Et donc, en faisant de la délégation de constructeurs, comme ça, on revient à chaque fois au début. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on dit, si la new quantité, par exemple, et donc c'est rare qu'on ait des quantités négatives, donc on pourrait vérifier, est plus petit que 0, ou est plus grande ici, plus petit ou égal, plus grand ou égal 0. Sinon, c'est égal à 0, par exemple. Et donc, ici, en passant à chaque fois, en déléguant à chaque fois au prochain, on permet de ne pas avoir de code à écrire plusieurs fois. Donc ici, vous voyez que vous pouvez le faire une paire de fois. N'hésitez pas à faire de la délégation de constructeurs, c'est bien mieux. Voilà. Bon, revenons un peu au test. Donc pour le groupe 5, par exemple, il y avait quand même des choses intéressantes. Si on regarde un peu shopping list, shopping list tout court. Donc vous voyez aussi que quand vous êtes dans cette vue-là, avec le coverage qui est ouvert ici, vous avez ici le pourcentage, ce qui vous permet en fait aussi de voir automatiquement les choses que vous avez testées ou pas. Mais par exemple ici, cette méthode n'est pas testée pour vous, le groupe 5. Donc change quantity qui a l'air quand même assez compliqué. Donc on a un ingrédient, on a la quantité, on va aller retrouver l'ingrédient à telle quantité, etc. etc. Tout ça, il faut tester, quoi. Clairement, c'est des trucs de modèle qui peuvent vraiment planter, donc il manque les tests. Okay. Si on prend le groupe 7, c'est celui-là qui... Attendez, hop. Voilà, ici... Non, c'était le groupe 5 aussi. Hop. Il y a quand même des trucs un peu bizarres. Donc ici, faites pas de print dans les tests. Donc ici, si je regarde, shopping list is empty. Alors, c'est pas forcément dans les tests. Ici, c'est un truc... Donc, attendez. Ça se passe ici. Ici, to JSON object. Ici, vous avez, si jamais il y a un problème, alors je fais ce truc-là. Ça ne sert à rien. Vous êtes en mode graphique. Alors oui, ça permet de débugger, mais pour le code que vous me rendez, ça, c'est juste du debugging. Okay. Et donc, il y a plein de manières de le faire, mais déjà, vérifier tous les systèmes .out.println avant de faire une release, voir s'il n'y a pas un problème. Vous pouvez faire des to-do là, qui permettent d'avoir ici, dans les to-do, la liste de tout ce qu'il faut encore changer. Et ici, vous pouvez mettre to-do, retirer cette ligne. OK. Et donc, il va apparaître ici, retirer cette ligne. Mais comme ça, à la fin, vous regardez tout ça et vous dites, OK, on n'en a pas besoin. Ou si vous en avez besoin, il y a une exception à lever. Il y a quelque chose qu'il faut me dire, parce que si ici, j'ai que des problèmes dans mes tests, c'est quand même bizarre. OK. Et pareil pour le groupe 7, donc ce que je disais tout à l'heure, quand vous faites tourner vos tests, mais vous ne devriez pas avoir d'exception. Alors, je peux bien comprendre. Alors, quand il y a... Qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, qu'en est-il? C'est avec un T, le quand. Je suis désolé de t'embêter, Alexis. C'est pour ça que je n'avais pas compris vraiment la question. Qu'en est-il des print stack trace? On va en parler juste après. Donc, ici... Non, c'est pas grave. C'est parce que je n'avais pas compris la question. Ah non, qu'en est-il que je vous raconte? C'est QU''EN. Qu'en est-il? Avec un T. Bref, c'est de l'orthographe. Mais voilà, mais faites du bon français, comme ça on se comprend. Même dans votre code ou du bon anglais. Choisissez les bons mots. C'est vrai. Des print stack trace, on va en parler juste après. Donc c'est très utile les print stack trace pour avoir de l'information. Donc on peut avoir un logger pour mettre ça dans un fichier pour avoir de l'information, mais c'est que pour le debugging. Après, il faut gérer les exceptions. Je vais juste finir un petit peu avec
Donc les tests, si on regarde un peu les tests qu'il y a ici, n'hésitez pas à tester tous les cas, donc les cas normaux, etc., mais les cas aussi un peu plus compliqués. Ok, donc ici, je ne sais pas si on prend shopping list, j'ajoute un ingrédient qui est de 1, je remove un ingrédient, et là, j'attends le résultat qui est égal à -1. Ok, mais peut-être que si j'en ai plusieurs, ok, si j'en ajoute énormément, et puis j'en retire un, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas toujours égal à -1, est-ce que c'est égal à 1? Je veux dire, là, évidemment, vous avez testé ici correctement la méthode, mais pas tous les cas de la méthode, et donc il faut aller plus loin que ça. Ok. Donc vous avez des choses ici. Alors, j'ai peur de. Vous avez -1, index est égal à -1. Ok. Alors, en parlant, donc là on n'est pas sur les tests, en parlant de qualité de code, je ne comprends pas le retour de ce truc-là. L'index ici. Et en plus, vous ne le documentez pas. Donc normalement, il faut une documentation ici qui est le return. Ici, vous ajoutez un ingrédient dans une shopping list. Vous avez une liste et vous allez ajouter des ingrédients dedans. OK, dans une certaine quantité. Ici, vous avez un index et j'ai bien compris que c'est l'index. Alors, existe ingrédient. Alors, personnellement, encore une fois, je vous embête avec les noms, mais ça, est-ce que ça existe? Ça renvoie un booléen, pas un entier. Vous renvoyez l'index, donc c'est get index of ingrédient. OK? Oui, il n'y a que les modèles qui doivent être testés. Oui. Et ici, donc, clairement, les noms ne sont pas bons. Donc ici, ça renvoyait l'index. Bon, ça renvoie l'index. C'est pas grave. Ici, je reviens. Ça renvoie un index. Si c'est égal à -1, alors je fais des trucs. Et puis, vous renvoyez l'index. Pourquoi, quand j'ajoute un ingrédient, ça doit m'envoyer l'index de cet ingrédient? Ça n'a aucun sens, personnellement. Alors, soit ça doit renvoyer une exception. Pour moi, ça, c'est un void. Ou ça renvoie le nouvel ingrédient créé, parce que je vois que vous avez un ingrédient, mais ça ne renvoie pas un index. Et si vous renvoyez un index, il faut le dire pourquoi vous renvoyez l'index. C'est l'index -1, c'est formidable, ou c'est pas bien, etc., etc. Il faut le dire. OK. Et ici, si je regarde un peu les usages que vous avez, donc dans les tests, bon, ils ne vont pas les montrer facilement, mais ici, DAO test. Alors, attendez, hein. Vous avez du positif, quantity. Je regarde un peu ce que vous faites. 0, 2. Et vous voyez que vous ne testez pas. Donc, vous vérifiez ici que la quantité est toujours plus grande, strictement plus grande que 0. Là, vous faites 0, mais ouais, vous faites 0. OK. OK. Donc, ça, c'est pas mal. Mais maintenant, il faut vérifier un peu plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les tests doivent vraiment tester l'intégrité, pas juste j'ai testé un petit peu et ça fonctionne. Il faut tester les cas de base, les cas limites. Il faut tester l'intégrité du système. C'est-à-dire ici, quand j'ai ajouté un ingrédient, il faut lui demander après son ingrédient. Et donc, avoir un truc, je ne sais pas moi, assert equals, certainement, sl.get, il n'y a pas un... Alors, c'est quoi le nom que vous avez mis? Change quantity. Il n'y a pas un get quantity, get name, un shopping list. Waouh, je crois que j'ai trouvé un truc qu'il ne fallait pas. Vous n'utilisez pas directement ailleurs. Non. Mais si, mais c'est une catastrophe. Bon, groupe 5, je suis désolé de taper sur vous, hein, mais ne le prenez pas mal. Ici, jamais mettre d'attribut public. Hein. Vous avez cassé l'encapsulation. Okay, vous avez cassé le game. C'est pas bon. Ici, surtout une liste. La liste ici devrait être encapsulée à fond. Ici, vous la ressortez et vous lui posez en plus des questions. Ben, ici, clairement, ça devrait être ça. Est-ce que c'est vide? Et dans l'encapsulation, dans cette petite shopping list, vous demandez si c'est empty. Donc, il faut encapsuler absolument tous vos attributs et surtout les listes qu'on pourrait changer à l'extérieur. Alors, je regarde un petit peu comment vous avez fait ça. OK, mais ça, c'est à l'intérieur, ça va. Donc, faites bien. Vous avez de la chance encore, vous ne le modifiez pas, mais même si vous avez besoin ici, renvoyez une copie. OK. Et donc là-dedans, vous pourriez retrouver, je ne sais pas comment vous faites pour retrouver en fait la quantité d'un ingrédient. J'essaie de comprendre, mais là, je vous avoue, s'il y a le groupe 5 qui est là, comment vous faites pour retrouver la quantité d'un ingrédient? Bonjour, je Oui. ne connais pas cette partie-là en fait du code. Ouais. Et par contre, on a écrit
Ah, présent, je pense. Ah bah bravo, je ne la félicite pas. Mais ok. Et donc ici, il y a quand même un truc à comprendre, quoi. Ici, il doit y avoir un petit problème. Bref, c'est le genre de truc, vraiment, ici, il faut faire attention. Donc, l'encapsulation, hyper important. Tous vos attributs sont privés, sauf ce qui est final et statique. Ok. Donc là, ça peut être public. Donc, des constantes, en clair, ça peut être public. Ici, par contre, même des objets doivent être privés. Donc là, c'est bien ici, un final privé. Ok. Avançons un petit peu sur le reste. Alors, pour le groupe 7, encore, pour les tests, il faut mettre des bons noms de tests aussi. Et donc, si on regarde un peu dans modèle, agenda, oui, le test data range, oui, c'est ça. Si on regarde la ligne 52, voilà ici. En fait, juste avec le nom qui est donné ici, test day until is correct, je ne sais pas quelle méthode de la classe, donc je vois bien que je suis dans test data range, donc je suis bien en train de tester la classe data range. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas très clair. Ah, il y a day until, et là c'est get date until, et puis là j'ajoute des choses, enfin, c'est pas clair, quoi. D'après moi, c'est vraiment pas clair. Et donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir toujours une nomenclature qui est test, par exemple, get date until, et correct case ou un truc comme ça. Mais on voit la méthode que vous allez tester, c'est cette méthode-là, et à côté, qui est un cas. OK. Ou alors vous mettez tout en camel case si vous voulez. Hein. Mais il faut que je retrouve en fait is correct. With, avec un W serait mieux. With correct case. Et donc ici, il faut que je retrouve le nom de la méthode que vous testez. Sinon, on ne s'y retrouve pas en fait. OK. Voilà, essayez de faire des meilleurs tests, quoi. Vraiment. Alors, groupe 8, la duplication de code. Donc, on a déjà vu pour les constructeurs qu'on peut utiliser la délégation. Alors, je vais arrêter le coverage ici. Attendez, ça sera plus lisible. Voilà. Alors, duplication de code. Donc, vous, je l'ai mis où? Navigation. OK, donc dans les contrôleurs. Navigation menu contrôleur. Alors, si on regarde bien, vous voyez comme moi qu'il y a beaucoup de recopies. C'est toujours la même chose, c'est loader, load. Je récupère le constructeur, donc le contrôleur, pardon, qui n'est pas toujours le même, que vous n'utilisez pas d'ailleurs toujours, mais vous pourriez réutiliser. Et vous ajoutez le panneau que vous avez reçu dans l'encore pen du truc. OK. Bah ça, il y a moyen de faire ça et enfin, de réutiliser. Donc par exemple ici, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire bah, ça c'est toujours la même chose. Je peux l'extraire. Donc refactor, extract méthode. Je vais l'appeler update pen from fxml. Voilà. Et ici, je vais passer ce truc-là, parce que c'est ça qui change en fait ici, en paramètres. Refactor, introduce parameter, et vous pouvez dire, bah, c'est à partir de la vue. OK. Donc view, etc. Il vous dit, ah, mais c'est bizarre parce que ici, je pourrais aussi faire la même chose. Vous voyez, il dit, bah, ça ressemble vachement à ce qu'on avait. Ah, bah, oui, replace. Ah, bah oui, replace aussi. Et vous voyez que déjà, juste en faisant ça, bah, il m'a remis 3 méthodes en passant les bons paramètres. C'est quand même plutôt cool. Et ici, il n'a pas fait parce qu'on a quand même ce contrôleur. Alors, ici, si je reprends ma petite méthode, update pen from, on a quand même ce contrôleur ici. Et ce contrôleur change un peu. Alors, je vais aller voir un peu s'il n'y a pas, donc c'est initialisable, mais il n'y a pas de choses particulières. Alors, ici, ce qu'on peut faire, c'est renvoyer un contrôleur. Alors ici, T, il ne va pas aimer, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser des méthodes génériques. En Java, je vais y arriver, on peut faire ça. En disant, je ne connais pas encore le type qu'on va retourner, mais c'est certainement un T. Et donc, un type qu'on va te donner. Et donc, ici, ce que je peux faire, bon, on voit que je pourrais le faire en fait derrière ici. Je vais faire un petit return, je vais venir ici, je fais ça. Et donc là, je fais un load, je viens ici, je fais un set pen, c'est parfait, et le loader, je retourne le contrôleur. Et ça permet de faire quoi? De venir ici, de dire,
En fait, ce truc-là, c'est le résultat. Alors, le nom, du coup, n'est pas super bien choisi. Et dire que je vais changer cette vue. Hop. Je vais venir là. Ça, c'est bon. Et ici, je n'ai pas besoin de le faire. Ça devrait fonctionner. OK. Et donc, ça fait la même chose. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va appeler cette méthode, il va venir ici. Le T, c'est quoi? C'est le type de la variable qui est à gauche. Donc, qui est le contenant ici. Et donc, il dit, le type T, c'est ingrédient, for, recipe, form, contrôleur. Et donc, ça, maintenant, le T, il dit, OK, je vais renvoyer ça. Et le get contrôleur est transformé automatiquement. Pas besoin de faire de cast ni rien. OK. Donc, je sais pas si c'est clair. Je vais voir si vous avez des questions. OK. Donc, il y a moyen de refactoriser. Et faites-le. Donc, ici, il n'y a même pas besoin de faire le try catch, vu que c'est fait automatiquement. Et on voit qu'on a un code qui est même beaucoup plus joli, etc. etc. Et donc ici, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on ne comprend pas que ça renvoie à le contrôleur, en fait. C'est pas génial. Mais donc la duplication de code, il y en a un petit peu chez tout le monde. Et, que ce soit au niveau des constructeurs, au niveau des vues, des contrôleurs, etc. N'hésitez pas à... j'ai planté quelque part ici. Ah ouais, c'est parce que j'ai fait... Vu que je dis qu'il y a un retour, je fais retour nul. N'hésitez pas à refactoriser votre code et vous voyez que ça ne prend pas longtemps pour avoir un meilleur résultat. Donc vous avez la même chose ici et la même chose ici. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? On va passer. Ouais, dis-moi. Moi, j'avais une question sur les tests. Oui. Dans la littérature, on a lu que c'est mal vu d'avoir plusieurs asserts dans un test. Donc, comment on fait? Alors, c'est mal vu, ça dépend. Alors, encore une fois, il y a autant de manières de faire que de développeurs, je dirais. Vous pouvez avoir plusieurs tests, ça ne me dérange pas. Enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Plusieurs asserts, pardon, dans un seul test. Mais évidemment, ça reste du code. Donc, si vous avez plus de 10 lignes, ce n'est pas lisible. Et donc, il faut un juste milieu. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas contre avoir plusieurs asserts dans un seul test, mais cela, voilà, ça va encore être très lisible. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est faire autant de méthodes que vous voulez. Donc, quand je vous dis tout à l'heure, donc si on reprend les codes qui sont ici, rien ne vous empêche, comme ça a été fait, ici c'est une bonne manière. Donc, on voit ici le nom de la méthode, on voit ce qu'on va tester et on voit ce que ça va retourner. OK? Et donc ici, donc false, quantity equals false, OK. Bon. Donc ça, c'est la quantité qu'on va passer. Et false, bon, ça explique en gros ce que ça va faire. Et donc ici, vous pouvez mettre plusieurs cas pour la même méthode. Vous voyez, ça, 1, 2. Donc il y a deux tests, pardon, pour la même méthode. Vous pourriez même avoir ici plusieurs asserts. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. OK? Parce que évidemment, ici, on voit que il y a de la duplication un peu qui se fait, vu que c'est les mêmes tests. N'hésitez pas non plus à faire du refactoring dans vos tests. Donc ça, vous pourriez très bien l'extraire, ce truc-là. Hop. Vous faites aussi refactor, introduit extract méthode, et voilà, get shopping list. Voilà, et vous dit, il y en a d'autres, des récurrences. Bah oui, tu dis oui. Et donc voilà, get shopping list. Comme ça, vous ne devez pas le réécrire partout. Et quand vous avez, ici, il n'y en a qu'un, mais quand vous avez plusieurs lignes qui font ça, vous pouvez faire le refactoring. OK? Ça va? Je réponds à ta question? Donc pour les tests de la DB. Oui, j'en avais une autre aussi. Oui, vas-y, dis-moi. Quand pour un test, on a besoin de la création d'un objet prérequis et que celui-ci peut lancer des exceptions. Est-ce que l'intégrité de l'objet doit être assertée avant le test lui-même, ou on peut ignorer et dire qu'on suppose que l'objet va être créé correctement? Alors, il y a deux choses là-dedans. Et la première chose, c'est que vous ne devez pas retester tout partout. Donc clairement, si vous avez déjà testé que l'objet peut être créé dans d'autres méthodes, là où pour les méthodes de cet objet, c'est là-dedans qu'il faut le tester. Vous n'allez pas faire des asserts. Par contre, quand vous utilisez cet objet en disant je vais l'utiliser et c'est possible que ça se plante, genre tout à l'heure les fichiers,
En fait, il faut laisser courir l'exception. Donc, il ne faut surtout pas faire un try catch en disant, bah voilà, par défaut, ça devrait marcher, mais ça ne marche pas, tant pis. Non, non, laissez courir, comme ça, vous voyez qu'il y a un problème, vous voyez que ça n'a pas marché, et alors on va regarder pourquoi ça ne marche pas, et on voit que ça plante bien cette ligne-là. On va voir dans les tests de cette classe-là, en disant, bah voilà, qu'est-ce qui ne marche pas? Bah celui-là, il ne marche pas. Ok, mince. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Ah oui. Ok, c'est comme ça qu'on débug, c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est comme ça que moi, en tout cas, je fais. Ok, c'est clair? Oui, merci. Ouais, ok. Alors, pour les tests de la DB, on peut avoir une DB test avec des données qu'on connaît, on doit tout créer et supprimer dans les scripts de test. Alors, ça c'est une très bonne question. Le plus facile, c'est de tout recréer à chaque fois. Donc faire une DB à côté, tout recréer. Simplement parce que comme ça, vous êtes indépendant de l'état de la DB à côté. Évidemment, ça prend du temps, c'est pas évident. Et donc si ça prend 10 minutes à chaque fois, bah alors là, oui, il faudra faire des scripts en disant oui, attention, avant de lancer les tests, faites ce petit script-là qui clean la base de données et lancez les tests, ça marchera. Euh, c'est un compromis à avoir. Vous commencez d'abord par faire les tests de la DB et de tout cleaner et de tout réécrire directement dans vos tests. Comme ça, en fait, c'est self-contained. Donc, tout est contenu dans le test. On arrive à le lire. Si on suit de manière séquentielle vos tests, on comprend ce que ça fait et on comprend quel état on est. Et donc, voilà, c'est un juste milieu. Parfois, ça prend trop de temps. Vous avez beaucoup, beaucoup de données, c'est un peu lourd. Souvent, là, on tape du SQL directement quelque part, on charge complètement et on met une base de données complète avant tous les tests. Donc, il y a moyen de faire, je pense qu'il y a moyen de dire avant tous les tests, donc on fait des séries de tests du coup, avant cette série-là, on va cleaner la base de données une fois pour toutes et on la place, on crée les tables qu'il faut, etc. pour gagner du temps. Voilà. Alors, les mêmes principes de qualité de code doivent s'appliquer aux tests. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, dans les tests, ça reste du code, et donc les codes, le code doit être lisible, doit être testé, enfin testé. Non, il doit être lisible. Euh, on doit réussir à avoir des méthodes assez courtes. Les bons noms sont importants. Faites du refactoring, pas de duplication de code, etc. Parce que c'est du code à maintenir, c'est du code tout à fait normal à maintenir, ça reste du Java. Et donc voilà. OK? Alors, on va faire une petite pause de 5 minutes. Je vais juste me chercher un café parce que j'ai mal à la gorge. Ça va faire du bien. Et on reprend directement parce qu'on va voir le MVC et les exceptions. Là, j'ai besoin de temps pour bien vous expliquer les choses. Voilà, 5 minutes de pause. Si vous avez des questions, posez-les tout de suite par message. Voilà.
Ok, on est reparti. Alors, pourquoi j'ai cette barre? Voilà. Alors, si on regarde, quel groupe je n'ai pas encore parlé, allez. Hop, si on regarde un petit peu les catchs que vous faites. Donc, si on regarde un petit peu tout ça, en gros, il y a quand même des choses intéressantes. Mais il y a toujours le e.printStackTrace. Ok. C'est pas la meilleure manière de gérer. Donc, pour ça, je vais vous montrer un petit code. Ici, donc il y a le main. Où je vais créer une personne. Donc, personne, ici, on a quoi? Un first name, last name. Ok. J'ai le getter, le setter, etc. Bon, c'est peut-être pas utile. Alors, c'est pas MVC, etc. C'est juste un petit exemple sur. Alors, je sais bien que vous m'attendez au tournant, hein, c'est normal, je vous embête à chaque fois. Mais ici, c'est juste pour comprendre bien les exceptions. Donc, j'ai fait ça de manière très simple. Et ici, on a personne database qui ont, donc on a un chemin. Encore une fois, je pourrais faire avec des DAO, etc. Pour un exemple simple, pour comprendre comment bien gérer une exception. Ici, on a un output qui permet donc d'ouvrir un fichier. Ici, donc le file toStream qui prend un chemin, qui permet d'ajouter des choses dedans. Donc ici, j'ai un personne DB dans lequel je vais pouvoir écrire le nom et le prénom. Je vais faire un close ici. Et dans le main, je vais simplement créer une personne, créer une database et demander d'écrire dans cette database la personne. Et ici, j'ai des exceptions à gérer. Alors, quand on travaille sur des fichiers, il est possible qu'il y ait des exceptions lors de l'ouverture du fichier. C'est pour ça qu'il nous dit. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il nous propose, il y a deux possibilités. Soit on fait un try-catch, ce que vous faites le plus souvent, ok. Soit vous faites un throws. Alors, il faut bien comprendre les principes des exceptions. Alors, pour bien gérer une exception, prenez des notes. Il y a toujours trois questions à se poser. La première question, c'est est-ce que je dois gérer, quand je dis je parle de la méthode, le code dans lequel je suis. Est-ce que la méthode dans laquelle je suis doit gérer quelque chose ici? Donc, par exemple ici, est-ce que le fait de ne pas avoir ouvert le fichier alors qu'on m'a demandé de l'ouvrir, est-ce que je dois gérer ça? Est-ce que c'est important? Donc si oui, alors je dois faire un try catch en disant on m'a demandé de faire ça, mais maintenant je dois faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais si ça ne s'est pas bien passé, je vais essayer de le réouvrir quand même ou de changer le chemin ou de je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est la première question, c'est est-ce que je dois faire quelque chose ici? Si c'est le cas, donc par exemple le e.printStackTrace, pourquoi pas le mettre ici? Alors on doit faire un try-catch. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que la méthode qui m'a appelé, donc ici je suis dans OpenFile, la méthode qui m'a appelé, par exemple ici c'est write, est-ce qu'elle doit être au courant qu'il y a eu une exception? Si c'est le cas, alors il faut faire un throws. Okay, donc on fait un throws. Et la troisième question à se poser, c'est de quoi la méthode qui m'a appelé doit être au courant par rapport à cette exception. Et donc, par exemple, ici, il me propose de mettre file not found exception en disant j'ai pas trouvé le chemin. Alors, il faut que ça ait du sens par rapport à ce qu'on a demandé, l'exception. Ici, par exemple, j'ai demandé d'ouvrir un fichier. J'ai demandé d'ouvrir un fichier, il me dit ah bah oui, il peut avoir une exception que j'ai pas trouvé le fichier. Ça a du sens parce que j'ouvre un fichier, j'ai pas trouvé le fichier. Ok. Ici, par contre, si je viens ici, je pourrais aussi dire ah, vu qu'il peut renvoyer une exception, ici j'ai encore un autre problème parce que je peux renvoyer cette exception ici. Et donc, je peux faire un add exception dans la méthode signature en disant il suffit de le faire. Par contre, ici, ça n'a pas beaucoup de sens que je suis en train de parler à une base de données. Je ne sais même pas, je ne vais pas vraiment donner le chemin. Et lui va me répondre j'ai pas trouvé le fichier. Mais de quel fichier il parle, je ne sais pas exactement. Et donc, la question ici, de se dire de quoi la méthode appelante de write ici par exemple doit être au courant, de quoi cette méthode doit être au courant par rapport à l'exception, file not found, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et donc, il faut toujours se poser ces trois questions. Donc maintenant qu'on sait ça, on va essayer de faire ça. Donc première question, est-ce que je dois gérer quelque chose ici?
Non. Est-ce que celui qui m'a appelé doit être au courant qu'il y a un problème? Bah, clairement, si je n'arrive pas à ouvrir le fichier, il ne saura pas faire le reste. Donc, je vais faire un throws. Et ici, un throws de quoi? Find not found exception, c'est très bien. Ici, la même chose. Si jamais il y a eu un problème dans l'ouverture du fichier, est-ce que je dois gérer quelque chose? Bah oui, ici, enfin, oui, pas forcément, mais ici, en clair, le write, ici, il ne doit pas se faire, le close non plus. Par défaut, il ne va rien faire. Donc, si je viens ici, je peux ajouter ce truc-là. Mais ce qu'on vient de dire, c'est la troisième question. Donc, celui qui m'a demandé, c'est-à-dire le main ici, m'a demandé d'écrire, il doit être au courant qu'il y a eu un problème. Clairement. Et on m'a demandé d'écrire, je n'ai pas réussi à l'écrire. Mais est-ce qu'il doit être au courant de ça? Je ne pense pas. De quoi il doit être au courant? Hop, je viens ici. Je vais créer une nouvelle exception qui est personne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Write person exception. Voilà. Writing, person exception, mais quelque chose qui a eu un problème avec l'exception, lors de l'écriture de la personne. Et je vais étendre exception. OK. Ici, du coup, ce que je vais faire, c'est dire, quand il y a un problème, hop, c'est pas ça que je voulais faire, je vais faire un try catch en disant, oui, effectivement, il y a un problème. Alors, je ne vais pas juste prendre ça, je vais venir ici, je vais mettre tout ça, je vais dire, voilà. Quand il y a eu un problème sur l'open file, tu passes tout ça, et puis tu viens ici. Et quand tu as eu ce problème-là, vous pouvez laisser le E print stack trace si vous voulez, mais ce n'est pas forcément utile. Et ici, je vais faire un throw d'une nouvelle exception qui est write person exception, en disant il doit être au courant qu'il y a eu un problème d'exception. Ici, je peux ajouter en disant maintenant, c'est possible qu'il y ait une exception lors de l'écriture de la personne. Je viens ici, hop, évidemment, il faut mettre ça dans un petit package, etc. Mais ici, maintenant, je dois gérer. Vous voyez que je peux faire un try catch, mais là, je ne parle plus maintenant du file, du problème qui est lié à vraiment le file not found, mais bien qu'il y a eu un problème lors de l'écriture de la personne. Et donc, si je fais plusieurs choses sur la BD, la base de données, ici, je peux vraiment voir qu'il y a eu un problème lors de l'écriture de la personne. Alors, on pourrait se dire, oui, mais j'ai perdu le fait que c'était lié. Donc, si je fais play avec ça, il faut encore que je gère ça. Alors, je vais simplement mettre des catch clauses en plus. On va oublier le reste. Si je fais ça, et je demande de faire un e.printStackTrace ici, il va juste vous dire, ça s'est planté. Voilà, ça s'est planté ici. On ne sait pas exactement. Heureusement, si on regarde un petit peu dans l'exception, donc on hérite de ça, vous avez un message ici. Vous avez aussi donc un message et un throwable cause. Alors, throwable, c'est quoi? C'est la classe mère de toutes les exceptions. Donc, ce qui peut être jeté, en clair, un throwable. Ici, vous voyez, vous avez, donc vous pouvez mettre un message en disant il y a eu un problème lors de l'écriture, mais surtout, vous pouvez mettre une cause. Et cette cause, en fait, ça permet d'avoir une liste chaînée, si vous voulez, des causes. Et donc, par exemple, ici, je peux lui remettre l'exception qui était ici. OK? Enfin, s'il veut bien. Ah oui. Évidemment, il faut que je la redéfinisse. Hop. Alors là, c'est juste un throwable. Voilà. Et je vais simplement faire super E en disant, il faut utiliser le constructeur qui est au-dessus. Je ne sais pas si tout le monde a suivi. Je ne vois pas vos têtes. Mais ici, donc, je vais prendre en paramètre l'exception qui est ici, donc si on regarde un peu, donc si je clique dessus, hop, il va étendre IOException, qui étend elle-même exception, qui étend elle-même un throwable. Donc, je peux mettre cette exception, la voir comme un throwable, sans aucun problème. Et donc ici, quand je vais avoir ça, mon exception, il va aller passer en paramètre, il va faire un super E, c'est-à-dire qu'il vient ici, il fait un super cause, il va dans throwable, il dit OK, la cause, je vais la sauvegarder. Pourquoi c'est utile? Parce que maintenant, si je viens dans le main et je refais play, et vous voyez que ici, vu qu'il a retrouvé, il a retrouvé la cause, non seulement il me dit, il y a bien le write person exception, mais il dit, mais en plus, ça vient d'un file not found. Et là, j'ai plus d'informations. Et donc, c'est comme ça que parfois, vous avez plusieurs erreurs qui sont mises dedans, parce qu'en fait, on a toutes les causes, et vous pouvez les chaîner, les unes après les autres. Donc, je ne sais pas si c'est clair, ce truc-là. Donc là, on a géré un problème. Un autre problème, c'est ici. Le problème, c'est le write. Donc ici, si je retire
que j'ai mis rapidement. Et il faut se poser à chaque fois la question aussi. Donc là, il y a un problème lors de l'ouverture, je le mets ici. Là, il y a un problème lors de l'écriture. Lors de l'écriture, qu'est-ce qu'il va avoir? Il peut avoir ici, hop, un IO exception qui arrive, en disant que j'arrive pas réussi à l'écrire. Ici, c'est à peu près la même chose. On peut se dire, donc, il y a plein de manières de le faire. Je peux venir ici et simplement ajouter, s'il veut bien, at catch close, donc ici, en disant, il suffit de faire aussi un... Il suffit de le faire ici, en disant, tu refais un throw. Si vous avez exactement la même chose, deux catch qui font exactement la même chose, vous pouvez en Java mettre un seul ou ici. OK. Alors, vous pouvez le faire. Alors, pourquoi il met ça? Pourquoi il y a ce problème-là? Simplement parce que IO exception, donc si vous regardez find not found exception, on est déjà passé par là, mais c'est un IO exception. Donc, il vous dit, c'est bizarre de mettre quelque chose de plus précis, alors que ça, en fait, ça englobe déjà ce type-là. Donc, c'est pour ça que ici, si je mets juste ça, ça marche très bien pour tout. OK? Est-ce que c'est clair pour les exceptions, en gros? Alors, c'est pas fini. Hein. Mais ici, on voit que, voilà, il n'arrive pas à aller dans person.db ici, puis ça se plante. Alors, je ne sais d'ailleurs pas exactement pourquoi ça se plante, mais... Ah, c'est parce que j'ai mis un slash. Donc, si je mets juste ça, ça devrait fonctionner. Voilà. Parce qu'il essaie d'aller sur le root, évidemment. Ici, sur Windows, ça marche moyennement. Donc, première question. Est-ce qu'il faut gérer quelque chose ici? Du genre, ça ici, par exemple, on pourrait dire... Il y a quelque chose, quand même, qui peut être un peu embêtant, c'est si jamais j'ai déjà écrit, donc imaginez qu'on a écrit ça, on écrit ça, et tout d'un coup, ici, ça plante, parce qu'il n'y a plus de place sur le disque dur, par exemple. Mais il y a quand même quelque chose à faire qui est d'aller retirer l'écriture que j'ai déjà fait du first name. Il y a quelque chose un peu d'imprécis. Alors là, il y a plein de manières de le gérer. Une des manières, c'est de dire, je fais que le début, et puis je vais faire un autre try catch dedans pour voir si jamais j'ai bien écrit. Ou alors, il y a moyen de mettre simplement l'étape, vous mettez des steps, des entiers, etc., ou des énumérations pour voir où vous en êtes, et comme ça, vous pouvez retirer, etc., etc. Donc, il y a moyen de faire plein de trucs. Mais il y a quand même un bug ici, tranquillement, qui est arrivé sans qu'on le voit. C'est le close qui est ici. Imaginez que j'ai réussi à ouvrir le fichier, mais je n'arrive pas à l'écrire. Il va arriver dans le catch ici. Et malheureusement, je n'ai pas fait de close. Ça veut dire que le fichier est toujours ouvert. Tant que mon programme tourne, le fichier a un verrou dessus. Et ça, vous l'avez très souvent quand vous voulez, sur Windows, retirer votre clé USB. Et vous essayez de faire ça proprement en allant dans les trucs ici, là, les paramètres. Vous voyez pas. Dans les paramètres. Et vous demandez de retirer. Il vous dit, je ne peux pas le retirer parce qu'il y a un fichier qui est utilisé. Et là, vous cherchez dans tous les programmes le fichier qui utilise ce truc-là. Souvent, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on a ouvert le fichier et qu'on ne l'a pas fermé. Et donc ici, pour bien faire correctement les choses, on pourrait dire, si l'output is, je crois qu'il y a un truc, il n'y a pas un... c'est parce que l'output, j'ai fait un buffer. Je pensais qu'il y avait isCloud. C'est pas grave. Ce que je peux faire, simplement dire, si l'output est différent de nul, donc j'ai réussi à avoir quelque chose dedans, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Si jamais l'output est différent de nul, alors je vais faire output.close. Alors le problème, c'est que output.close peut renvoyer aussi une exception. Et donc, il faut aussi faire un try catch. Et donc là, ça devient vite le bordel. Hein. Mais on est obligé de le faire. Donc si jamais ça se plante, même quand je le ferme, là, on n'est pas obligé. Vous pouvez mettre vraiment ignore ici, en disant, je sais ignorer. Et c'est voulu que ce soit ignoré. Je ne fais rien. Là, j'essaye un maximum de faire les choses. Et alors, vous avez soit le close ici, soit le close ici. Une autre manière de faire, c'est de se dire, en Java, vous pouvez dire, ça, je vais plutôt venir ici, ne pas le mettre là, pas le mettre là ici non plus, mais vous pouvez utiliser le finally. Le finally est un bloc qui sera exécuté si on sort du try ou qu'on sort du catch. Et même si on lève une exception, sera toujours exécuté avant de sortir de la méthode. Ça, c'est le finally.
Et donc voilà, donc soit on sort pas du catch ou du try. En tout cas, on va toujours exécuter ça. Donc vous voyez que c'est un peu, pour bien faire les choses, c'est chaud. Il y a une dernière manière en Java, qui est la meilleure, c'est d'utiliser des try with resources. Alors ça, c'est quoi? En Java, vous avez le droit d'écrire ici, juste derrière le try, de mettre des parenthèses et dire que open file. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, ce sont toutes les ressources qu'on veut ouvrir et qu'on veut fermer automatiquement. Donc, on appelle ça un try with resources, donc un try avec des ressources. Et donc, ici, il va créer une variable locale dans le try qui n'est pas accessible ici, donc output n'est pas connu du tout ici. Okay, c'est bien une variable locale uniquement disponible dans le try. Par contre, que le try fonctionne ou pas, qui est le catch, il va le fermer pour nous. Donc, il va écrire tout le bordel qu'on a écrit juste avant. Okay. Donc voilà, et vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Donc ici, vous pourrez réouvrir un autre, un writer, voilà, out égale new buffer writer. Donc il y a moyen d'en faire plein, de faire des sockets, des bazars, etc. Bref. Donc ça, c'est la bonne manière de faire. Pourquoi ça marche ce truc-là? Vous pouvez faire ça avec beaucoup de choses. Si je viens dans buffer output stream, il va hériter de filter output stream, qui hérite lui-même de output stream, qui hérite de closable et qui hérite de auto-closable. Et quand vous avez quelque chose qui est auto-closable, ici, bah vous pouvez le mettre dans les try with resources. Okay. Je crois qu'il doit être marqué ici quelque part. Hop. Il est marqué quelque part en clair, qui va utiliser l'exception, mais il est marqué quelque part ici. Ah voilà, try with resources statement. Et donc c'est prévu pour ça. Alors vous avez ça ici dans votre cas, pour les fichiers, pour les bases de données, pour les prepare statements aussi à mon avis. Je vais vérifier, mais je me demande s'il n'y a pas... Attendez. Tiens, autoclosable, vous voyez, on y retourne. Donc les statements doivent aussi être utilisés comme ça. Comme ça, il y a un autoclose qui se fait. Parce que normalement, vous devrez faire un close sur toutes les prepare statements que vous faites. Voilà, donc ça, c'est une bonne gestion de l'exception. Vous voyez que le code commence à être beaucoup plus joli. Alors, dernière chose en Java, puis on a fini avec les exceptions. En Java, il va vous embêter. Donc si je fais ça, il vous embête dès qu'il y a une exception qui n'est pas gérée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai uniquement... Donc, prenons un exemple simple. Ici, je vais venir, je vais noter ça, donc throws, je vais laisser ce truc-là. Si je viens un peu, voilà, dans le main ici, si je prends un array, int, array égale new int 5, voilà. Donc il y a bien 5 places dans mon tableau. Et si je dis array 20, et simplement je demande d'afficher ce truc-là, à la compilation, il ne va pas m'embêter. Par contre, à l'exécution, si je fais ça, alors ici, ah ouais, forcément, ça plante avant. Donc, je vais le mettre au début. Hop. Ah bah si, on l'a vu quand même. Array index out of bounds. Donc ici, il y a une exception qui est levée. Il y a bien une exception, sauf qu'il ne m'a pas embêté en disant, mais normalement, tu aurais dû mettre array index out of bounds comme throws. Vous voyez, ici, si je ne mets pas le try, hop, bon, si je ne mets pas le try, donc j'écris ça juste avant, là, il m'embête en disant, il faut que tu fasses absolument ce truc-là. Okay, il faut faire un throws. Alors, pourquoi il m'embête avec ça, alors que là, en fait, il ne m'embête pas? Et heureusement qu'il ne nous embête pas à chaque fois qu'on fait quelque chose dans un tableau. En fait, ici, la différence, c'est que si on va avoir cette exception, elle va hériter, si on suit un petit peu, bien d'exceptions au bout d'un moment, mais elle hérite surtout de runtime exception. Alors, c'est quoi la différence? Nous, ici, on hérite d'exception. Toutes les exceptions vont être vérifiées à la compilation. Donc, à la compilation, il vérifie que vous avez bien géré, soit via un throws, soit via un try, catch,
via un try catch, que vous avez bien géré l'exception. Les runtime exceptions ont été introduits un peu plus tard en Java en disant OK, c'est juste au niveau du runtime. Et donc, si jamais il y a une erreur, je ne vais pas t'embêter à la compilation, mais à l'exécution, ça va planter. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ici, si je viens, ici, et je mets simplement runtime exception, j'ai tout à fait le droit de le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Runtime exception, ici, il ne va plus m'embêter. Donc, si je viens là, je retire ça, il ne m'embête plus. Il ne dit plus, voilà, il faut absolument que tu gères ton exception. Ici, il me dit, bon, c'est possible qu'il y ait une exception qui soit levée. OK? Et donc, ici, il ne va plus m'embêter non plus. OK? Donc, si je viens là, je fais db write person, par contre, ça a vos risques et périls. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser des runtime exceptions? Quand est-ce qu'il faut utiliser des exceptions? Les runtime exceptions, c'est quand c'est quelque chose qui arrive assez souvent. En fait, quand ça devient vraiment, vraiment trop lourd à gérer à chaque fois. Je vous conseillerais, c'est une bonne question, je vous conseillerais de mettre que des exceptions partout, des vraies exceptions et pas des runtime exceptions, parce que les vraies exceptions vous forcent à gérer correctement vos exceptions et à ne pas les oublier. Les runtime exceptions, vous pouvez très bien les oublier. OK? Parce que là, il ne va pas vous embêter le compilateur. Et c'est juste à l'exécution que vous allez voir si ça plante ou pas. Alors, maintenant que tout ça est dit, donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc ici, je vais même remettre mon exception. Et donc là, il n'est pas content. Voilà. Et là, il n'est pas content non plus. Voilà. Il y a des questions là-dessus ou pas? Donc vous avez du taf à faire. Hein. Laissez courir l'exception jusqu'au moment où, donc par exemple ici, donc on laisse bien courir l'exception. Ici en disant, voilà, il y a une exception qui est levée, pas besoin de faire le try catch si je ne dois rien gérer localement. Donc si la réponse à la première question c'est non, il faut rien faire localement, mais mon père doit être, donc mon père, la méthode appelante doit être au courant qu'il y a eu un problème, alors vous faites juste un throws. Si vous dites, ah non, il y a eu un problème, mais personne ne doit être au courant, alors là, je peux faire simplement un try catch, en disant, bon, il y a eu un problème, mais on va rien dire, ok? Vous retournez nul. Alors ça, c'est une très mauvaise idée, ok? Donc par défaut, il renvoie le buffer, sinon il renvoie nul. Ne faites pas ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'évidemment, c'est ce que vous avez fait. Donc si je reprends les codes, groupe 5, database, shopping list, TAO. Ici. Quelle ligne? 64. 64. Alors, voilà. Donc ici, get one. Donc ça me permet de retourner une liste avec le tel nom, ok, get one, pourquoi pas, avec le nom et ça m'envoie une shopping list. Alors, si jamais ça plante, c'est ce que vous marquez, donc vous faites un try catch. Alors, c'est pas que dans le groupe 5, hein. Toutes les exceptions que j'ai vues, pratiquement toutes les exceptions que j'ai vues dans les 5 groupes que j'ai vus, n'étaient pas bien gérées. Ok, donc, je vous montre juste un exemple ici, parce que je l'ai vu là, mais vous pouvez voir dans tous vos codes. Et donc, si je l'ai vu dans les 5 groupes, sûrement que je le verrai dans les 14 groupes des projets. Ici, vous avez donc un, je vais retirer ça, voilà. Vous avez un shopping list. Vous le prenez et c'est possible en fait que ce truc-là, vous ne retrouvez pas le bon nom. Et ce que vous faites, c'est que vous renvoyez nul, donc vous renvoyez la shopping list, tout se passe bien, mais vous renvoyez nul. Le problème avec ça, c'est que ici, si je vais voir Find Usage, et je vais voir un petit peu ici, en fait, vous l'oubliez complètement que ça peut être nul. Et donc, vous l'ajoutez dans la liste, etc., etc. Vous voyez? Alors là, vous le gérez, pourquoi pas. Là, vous le gérez aussi. Ah, c'est bien, vous gérez quand même plus que je ne pensais. En tout cas, et vous le gérez encore ici, c'est cool. Alors, c'est pas la manière, vous voyez, delete name. Alors, je peux aller voir. Et vous vérifiez quand même, get one. Donc, vous redemandez, alors que vous venez de le demander, si vous l'avez fait, etc. Bon, moi, vous le faites. Alors, c'est pareil pour les booléens ici, tant qu'on y est. Faites bien gaffe quand même à ça.
les booléens ici, ça ne sert à rien. Donc, quand on fait une méthode qui ne doit pas renvoyer un booléen, donc ce n'est pas une question que je demande, is empty, donc est-ce que c'est vide, ça va renvoyer un booléen. Jamais, donc ici c'est void, point. Delete, ça ne va pas envoyer un booléen. Par contre, si jamais ça ne marche pas, throw, une exception. Et je renvoie une exception. New, delete, exception, je ne sais rien, mais une exception. Donc, partout vous envoyez des booléens pour savoir si c'est bien passé ou pas, il faut transformer ça en exception. OK. Et on va utiliser ça de l'autre côté, parce que ça va vous forcer en disant, bah, s'il y a eu un problème, il faut que je gère. Alors, je vais retirer ça game. Je vais revenir dans ce truc-là. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, si jamais il y a une exception, clairement, il faut faire un throw, new. Alors là, il y a des exceptions déjà ou pas? Je suis pas sûr qu'il y ait des exceptions. OK. Shop. Non. Alors, on peut la créer shopping, list, exception. Alors, pour en créer une par classe, une par action, il y a moyen de faire plein de choses. Vous pouvez mettre des... Dans l'exception, ça reste une classe, hein, donc vous pouvez mettre des attributs, etc. Donc, par exemple, ici, on pourrait même mettre... alors, on pourrait mettre un enum, mais on peut voir le message, c'est voilà, get one, je sais pas, no shopping list for name plus name, voilà. On va créer l'exception, crée-moi une classe. C'est mieux de faire un sous-truc, hein, mais je ne vais pas l'ajouter dans votre dedans. Donc là, c'est, ils appellent ça comment encore? Le message. Hop, retourne. Voilà, on ne fait rien du tout, mais on peut faire un super message. Voilà. Par défaut, il fait un throwable. Yep. Pourquoi pas, mais on peut mettre aussi une exception ici. Okay. Maintenant que j'ai fait ça, évidemment, il va m'embêter. Ok, c'est tout l'intérêt des exceptions en disant, tiens, là, pourquoi il ne me l'a pas fait? Attendez, là, il devrait quand même pas m'embêter. Public class database, oui. Add exception. Pourquoi il ne me l'importe pas? Ok, c'est parce que c'est pas dans la dépendance. Ah, j'ai été mettre ça dans... Ça, c'est moche. Hein. Hop, dans les tests. Voilà. Factor. Bon. Voilà. Et si maintenant il commence à m'embêter en disant, bah, tu ne l'as pas envoyé. Alors, la question qui arrive. Si une classe hérite d'une liste où la méthode delete renvoie un booléen, il faut override delete pour renvoyer un booléen plus lever une exception. Alors, ça c'est une bonne question. Alors ça hérite d'une liste, ce truc-là? Extend database. Ah, c'est une catastrophe, les gars. Ça ne va pas. Est-ce que ça, c'est une liste? Non. Alors, pour répondre à ta question à toi. Donc, ici, si ça vient de la librairie standard, vous héritez d'une liste, il faut... effectivement, il faut soit vous respecter ce qui vient d'en haut, donc avec un booléen, vous renvoyez. C'est pas parce que ça vient de la librairie standard que forcément c'est bien codé. Ok, ça a évolué avec le temps et on a fait pendant très longtemps des booléens. Et puis les exceptions sont arrivées et puis encore des vieux restes comme ça. En PHP par exemple, tout est avec des booléens, c'est une catastrophe. Ici avec les exceptions, clairement c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus maintenable. Et donc ici, c'est mieux de faire les deux. Et maintenant la question c'est est-ce que c'est une bonne idée d'hériter avec une liste ou pas? C'est encore autre chose. Donc je vais finir avec ça, puis on va parler après de la liste. On a encore 20 minutes, ça devrait aller. Donc ici, il faut se poser des questions en disant, il faut simplement faire un throws ici. Est-ce qu'ils doivent savoir? Oui, ils doivent savoir. Et donc, get1 a été hérité. Donc, je vais aller voir dans get1 qui est au-dessus, donc qui est là. J'ai fait bien un throw. Et donc, partout maintenant où on a l'utilisation de ce truc-là, donc, je fais une usage. Je vais aller là. Et donc, maintenant, normalement... Pourquoi il ne m'embête pas plus que ça? Il devrait m'embêter, en fait, pour faire un try-catch. Alors là, c'est peut-être parce que je ne suis pas dans la même classe, en fait. Ouais. Mais voilà. Donc, il faut aller se poser la question maintenant. Où est-ce que c'est utilisé ce truc-là? Et pourquoi il ne me montre pas find usage?
Chercher une workplace. OK. Pourquoi ils me montrent tous shopping list? Donc ça va être là. Et là, il commence à râler. OK. Parce que justement, il n'y a pas. Get shopping list, bah là, ici, il faut se poser la question. Est-ce que je dois le faire ici? Non, en fait, il n'y a rien à faire ici. Il faut simplement savoir qu'il y a un problème. Et ce problème, bah, on va aller voir. Donc, on va aller voir où est-ce que c'est utilisé ce truc-là. On remonte. Évidemment, ça vous embête. Et c'est le principe des trucs en disant, ah, bah, j'ai essayé de retrouver cette méthode, mais ça ne marche pas. Je suis où? Je suis dans un contrôleur. Dans un contrôleur, si jamais il y a un problème, là, je peux commencer à gérer en disant, bah là, il y a un problème. Et donc, là, il ne faut pas faire un... Donc, si tout se passe bien, je fais un view contrôleur, etc. Je vais y arriver. Sinon, bah, view contrôleur, show, error, hop, et vous passez l'erreur, hein, par exemple, etc. Et vous voyez que vous laissez remonter jusqu'au moment où on arrive sur le contrôleur qui va reparler à l'avion en disant, ah, il y a une erreur, affiche-la. OK. Voilà, donc ça, c'est des exceptions. Il faut absolument gérer ça. Et un bon programme, c'est un programme qui montre bien les erreurs, ok? Qui montre un dialogue, qui montre une erreur, qui gère les exceptions, qui gère... Parfois, il ne faut rien montrer à l'utilisateur. Il ne faut pas montrer à chaque fois qu'il y a une erreur. Vous pouvez gérer derrière, mais il faut gérer toutes les erreurs. Donc, quand on parle de qualité, passer du temps sur la qualité, c'est ça aussi. Alors, ici, rapidement. Donc ça, on va lui permettre d'être content, plus ou moins. Alors... si on revient un petit peu, on était. Ouais, j'étais dans Shopping List, ici. Pas DAO, mais Shopping List. Non, ça c'est bien. Alors, tout hérite de database, ici. Alors, on va parler un petit peu d'héritage et de composition. L'héritage, c'est quand on hérite évidemment d'une classe. La composition, c'est quand on utilise des classes. Alors, il y a la question qui est là. Donc, Nathan, je ne sais pas si tu es dans le groupe 5 ou pas, mais j'aimerais bien avoir un exemple d'héritage de liste. Alors, il est possible que vous ayez dans votre code dit, bah, j'ai une shopping list. Une shopping list, bah, on va étendre une liste de la librairie standard en disant, bah, on peut ajouter, etc. Si vous avez ça, souvent, c'est une mauvaise idée. Dans le groupe 1, notre shopping list hérite d'une hachette. Voilà, bah, je vais aller voir le groupe 1 en live. On va essayer de faire ça. On va faire le plus simple. Hop, pour ne pas perdre trop de temps. C'est sûrement une mauvaise idée. Donc autant en parler. Juste le télécharger. Ici, download. Voilà. Faire comme ça. Download. Y occuper. Allez, du moment. Ok. Il est où mon... Ouais, ici. Extract. J'ai amélioré mon petit truc, j'ai mis des icônes. Je suis content. Alors, si je fais ça, est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Il est mort. Ok. Donc, ici, on est en train de faire Maven derrière, ou Gradle plutôt. Ok. Mais en gros, donc tu me dis que donc, dans tes modèles, il doit y avoir shopping list qui hérite de product hachette qui est lui-même un hachette product. Alors, et hachette a quoi comme méthode là-dedans? Ok, il faut attendre un petit peu. Et il y a le SDK, bon bref, on va le laisser faire. Alors, souvent, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise utilisation de l'héritage. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'héritage, normalement, on reste dans la même idée. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui est au-dessus de hachette, vous avez des listes, vous avez des trucs, etc. Et tout est de manière générique. Donc, il n'y a pas, tout d'un coup, on dit, ah, on a un produit, un ensemble de produits, un ensemble d'entiers, un ensemble de... C'est toujours un ensemble de types, T, qui sont définis. C'est marrant, j'ai vu qu'il a téléchargé Swing, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu bizarre.
Ici, on ne reste plus dans la même idée de l'héritage qu'il y avait avant. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que vous êtes, tout d'un coup, vous sortez de l'idée de l'héritage. Ici, ce que vous devriez avoir, en fait, parce que vous n'avez que 3 méthodes vraiment intéressantes, je ne sais pas si vous utilisez plus, c'est ça que je voulais voir ici. Attendez. Ouais, toujours en train d'indexer. Des méthodes, alors je peux peut-être aller voir. Putain, on peut rien faire pendant qu'il indexe. Ici, en fait, clairement, ce que vous devriez avoir, c'est pas ça, et avoir un achète comme attribut, et de faire simplement dire, bah, je peux ajouter, supprimer, etc., sur l'attribut qui est à l'intérieur, la composition, plutôt que l'héritage. Et c'est pas un truc simple, hein, mais très souvent, hop, on va voir ici maintenant, fin usage, voilà. Ok, donc vous avez des recettes et des produits, ce qui est un bon héritage, hein. Moi, je parle juste de l'autre héritage, mais vous voyez que si on regarde l'héritage complet, on est ici, puis on est ici, et puis là, on arrive sur quelque chose de très générique, etc. Et donc, on casse un peu la hiérarchie qu'on a fait. Et donc ici, il vaut mieux utiliser la composition. Mettre un petit attribut de ce truc-là, et ça ne change rien dans le reste de vos modèles. Et donc ici, si je regarde ma recette, vous voyez qu'ici, c'est très, très gros, donc il faut peut-être utiliser un builder, hein, pour ce genre de truc. Vous vous demandez pourquoi il y a autant d'attributs. Donc quand vous avez beaucoup d'attributs, posez-vous vraiment la question de savoir si tout doit être dedans. Bon, ici, ça a l'air d'être bon, hein, mais s'il n'y a pas des objets qui manquent, etc. Alors, shopping list, attendez, hein, je regarde un petit peu, ok. Et je regarde un peu les usages. Ok. Donc, s'il n'y a que de add là-dedans, ici, donc si on regarde ici, il n'y a que le add, le remove et le get product qui est à l'intérieur, bah, toutes les autres méthodes d'un achète, alors vous avez quoi là-dedans? Vous avez les constructeurs, iterator, size is empty, contains add. C'est vrai qu'on peut réutiliser tout ça, mais normalement, le clone, write object, il y a moyen de faire tout ça, mais c'est pas le. Je trouve que ça casse un peu. Alors on peut en discuter pendant des heures parce qu'il y a vraiment deux manières de faire, mais faites gaffe à l'héritage, des trucs plus génériques, ici un truc moins générique. Je sais pas, il y a une discussion à avoir. Ok. Et donc ici, ben, dans votre cas, le remove, je vois bien que c'est un booléen qui est override. Et là, ta question, bah oui, il faut faire un trou. Mais alors, il ne faut jamais oublier de vérifier. Donc ici, si je viens là, si je fais un find usage, donc il va chercher partout, évidemment. Ouais. Là, le problème, c'est qu'il prend aussi le HMAP, et donc on n'est pas parti. Mais je ne sais pas si dans votre code, il y a trop de résultats. Dans votre code, vous faites bien à chaque fois un if, si, est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Et à mon avis, vous ne le faites jamais. Ok, ou très rarement. Et donc, vous mettez des exceptions en plus. Ok. Ça passe très vite, le temps. Alors, les exceptions. Donc, essayer de gérer ça. Le MVC, on va aller un petit peu là-dedans. Dans le MVC, donc globalement, c'est pas mal. On voit que vous avez bien regardé les vidéos, que vous comprenez ce que je dis. Mais si je regarde le groupe 8, par exemple, hop, le groupe 8, et je regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe 8 Ouais, c'est ça. Donc, dans contrôleur, navigation, menu contrôleur, c'est ce qu'on avait ici déjà tout à l'heure. Vous avez en fait cette classe-là qui est en fait statique, quoi. Tout est statique, c'est ce qu'on a refactorisé tout à l'heure. Tout est statique. Ça, c'est pas bien. Donc, en fait, ce que vous faites, vous, c'est que vous avez un objet, une variable, en fait, c'est ça, hein, c'est une variable globale qui est ici, qui est un petit peu encapsulée parce qu'elle est privée. Et en plus, vous chargez depuis un fxml. Je ne sais pas à quoi ça sert ce truc-là, parce que je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et vous allez changer. Comment vous faites ça? Attendez, hein. Usage. Ok. Donc vous avez un. Waouh, c'est compliqué votre truc. Donc ici, ça c'est vraiment une variable globale, hein, un peu encapsulée dans le truc. Il permet d'avoir l'encore peine. Et ce que vous faites, c'est que quand vous voulez changer de vue,
vous allez directement, Find Usage. Donc, par exemple, ici, vous êtes donc dans le contrôleur, contrôleur de menu. Est-ce que c'est la même classe, ça? Bon, c'est pas celui-là, là. On va regarder autre chose. Attendez, hein. Display. Voilà, ça par exemple. Find Usage. Voilà, là on est dans. Et donc ici, ce que vous faites pour plus de simplicité, c'est de se dire, ah, bah, on a supprimé et je vais retourner là-bas. Là, on a un problème parce que, en fait, comme j'explique dans la vidéo, ici, ça rend votre code très, très rigide. C'est-à-dire que maintenant, quand on est dans une recette, une liste de recettes, quand je clique sur Delete, en fait, c'est elle-même qui décide de ce qu'on va faire. Et ce n'est pas le composant qui est au-dessus. Et donc, ce qu'il faudrait faire ici, vous voyez, donc Display Recipe List View, au lieu de dire on a cliqué sur le bouton Delete et donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je donne un peu de délégation au contrôleur qui est au-dessus, vous décidez de ce qui va se passer, Display Recipe List View. Et en plus, pour arriver à le décider, vous passez par une variable, enfin une méthode statique, c'est-à-dire une fonction globale en clair. Hein. Fonction globale en disant bah, il faut changer. Ça, bah, c'est très facile. C'est du code simpliste, mais pas simple. On ne sait pas bien faire les choses avec ça. Et donc, ça, il faut casser ça. Donc, déjà, toutes les méthodes statiques ne devraient pas en avoir. Donc, vous avez un moitié statique ou l'autre moitié. On sent que ça a été fait d'abord et puis que ça a été rajouté parce qu'il va falloir changer, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un contrôleur qui manque, un contrôleur plus global, où il est là et vous l'avez mal utilisé, mais qui permet de changer l'encore pen ici. OK ? Et donc, il faut passer du côté moins statique. Et il faut bien passer par le composant qui est au-dessus. OK ? Donc ici, vous êtes dans un contrôleur de vue, mais il faut qu'on passe un contrôleur principal au-dessus qui permet de choisir exactement ce qu'on va faire dans l'interface. Vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ça, hein. Vous êtes plusieurs, il faut le changer. Ensuite, il y a de la vue aussi dans le modèle. Alors on l'a vu rapidement tout à l'heure, je suis passé au-dessus, j'ai rien dit, mais il y en a. Donc par exemple ici, si on va dans le groupe 7, tiens, le groupe 7, modèle, recette, dans les modèles, hop, recette JSON. Alors là, je suis censé être dans du modèle. OK, modèle, récip JSON. Et là, qu'est-ce que j'ai? La vue en plein milieu, quoi. Tout va bien. File Chooser, ça va ouvrir un truc qui permet de show open dialog. Ça, c'est de la vue. La vue n'a rien à faire dans le modèle. Sortez de ça dans la vue. Ça fait partie, c'est un contrôleur qui permet d'ouvrir quelque chose, une vue. Mais c'est un contrôleur, ce truc-là. Pourquoi c'est dans la vue, on ne sait pas. OK? Donc ça ne va pas. Vous avez ça un peu partout. Il y a des trucs qu'on retrouve un peu partout aussi. Hein. Donc, style, ici. Ce truc-là, donc, le style de recette, c'est du modèle. Est-ce la viande? Est-ce que c'est végé, vegan? Ça, c'est bien du business. Ça fait partie de la couche business du truc. Par contre, ce qui fait partie de la vue, c'est ça. Ça, c'est dire, c'est vraiment de la vue, parce que vous utilisez des images, et que ces images sont importantes pour vous. Et pour ne pas vous embêter, vous l'avez mis directement là. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la vue. On vire de là. La couleur, ça dépend un petit peu. Soit vous avez une couleur qu'il va falloir sauvegarder quelque part, il faudra le mettre, mais c'est aussi normalement de la vue. Donc vous avez juste le nom, point. Donc en fait, c'est juste ça. Comment on fait quand même pour s'y retrouver? Parce que je ne suis pas bête, je suis développeur aussi. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple quand on a le style. De l'autre côté, ici, on va avoir get up ici. On va aller de l'autre côté, find usage. Ici, clairement, on va retrouver l'image et donc on en refait une. C'est simple. Ben, ici, clairement, il va falloir soit vous refaites un enum de ce côté-là, soit vous utilisez une hmap en disant bah, pour donc une hachette ou un hmap ici, hachette c'est bon aussi, pour tel style, donc ici vous mettez que mit, ben voilà les infos que j'aurai, voilà l'image et voilà la couleur. Et c'est que dans la vue, c'est pas du modèle ça. Donc faites gaffe, vous mettez très vite de la vue dans le modèle. Tous les systèmes .out.println, c'est de la vue, ça ne devrait pas non plus être dans le modèle. OK. Même pour débugger, vous faites gaffe, vous faites une passe avant de me rendre ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans le groupe 5,
On en retrouve un peu partout. Hein. Dans le groupe 5, enfin un peu dans tous les groupes, c'est ça que je veux dire, pas dans partout là-dedans. Alors, modèle. Vous voyez ici aussi, c'est un cas un peu plus particulier. Donc là, comment ça s'appelle? Attendez. Modèle. Custom. Ah, ici. Donc, ici, ce truc-là, donc je comprends bien. Donc, vous affichez certainement une map. Dans une map, il y a un marqueur, et ce marqueur, vous voulez le styliser un petit peu en affichant un point rouge en fait sur le map. Très bien. Et donc, il faut un petit modèle qui permet d'afficher ce truc-là. Et ça, c'est de la vue. Ce n'est pas du modèle. C'est un modèle uniquement pour la vue. Ce n'est pas dans la couche business, c'est du modèle de vue. Et donc ça devrait se retrouver dans les vues. Donc vous mettez ça dans les vues en disant, ben voilà, j'ai besoin d'avoir un petit objet qui représente ce marqueur, qui permet d'avoir truc. Mais vous voyez que Circle ici, Circle, ça vient de quelle librairie? De Gluon ou de JavaFX. C'est de la vue, les gars, c'est de la vue. Et donc, hop, allez mettre ça dans la vue. OK? Et je peux bien comprendre que ici, il n'y a que des données, pratiquement. Il y a un tout petit peu, enfin, c'est quand même des données, mais c'est de la vue. Donc, mettez ça dans la vue. Pareil pour... donc ça, on a vu. Ah oui. Menu agenda, contrôleur. Donc, groupe 7, je reviens sur vous. Hop. C'est dans quoi? Ouais, contrôleur, agenda. Contrôleur, agenda. Et je crois qu'il y a menu agenda contrôleur. OK. Alors ici, il faut bien faire attention à l'encapsulation des choses. Il ne reste pas de minutes, mais je vais vite fait là-dessus. Ici, il faut bien faire gaffe. Ici, vous avez un contrôleur pour une petite vue, pour un tout petit truc qui permet de gérer le menu. Il ne faut surtout pas que les autres vues aillent se mêler de ça. Ça veut dire que lui, par exemple, il y a un container qui est une VBox, c'est à lui de gérer correctement son container. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on voit, ici, on a le get container. Sur le get container, ça retourne directement. Ce n'est pas normal du tout ce truc-là. Et si je regarde l'utilisation, je vois qu'il y a une autre classe, agenda block container, qui va ajouter des event filters quand on a cliqué. Il faut passer par un listener. Hein. Donc ici, mac.setListener, et quand je clique, et c'est lui qui dit quand on clique sur le container, il ne faut pas aller chipoter ou chipoter trop d'une classe dans une autre. Il manque d'encapsulation. OK ? Voilà, bon, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous avez bien les labos en présentiel ou distanciel si vous avez arrangé avec les assistants, mais à 16h. Et voilà. Et donc, si jamais vous avez des questions sur tout ça, donc moi, je vais mettre un résumé sur les valves, sur l'UV. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair. Et vous pouvez toujours me poser des questions. Si j'ai le temps, j'y réponds. Normalement, on a répondu à tous les mails qu'on a reçus pendant les vacances. Toutes les questions. Voilà. Bonne journée à tous. Ok, merci Frédéric.